comme Liban Suleiman, je suis désolé, ils auraient eu autant de pouvoir au Gabon parce que c'est les Gabonais qui leur ont donné la possibilité de jouir de cette puissance dans ce pays-là. Donc, je pense que c'est un faux débat. On ne doit absolument pas faire une classification des Gabonais. Pour moi, nous sommes Gabonais, point à la ligne. Il n'y a pas un Gabonais qui est plus Gabonais que l'autre. Et ce que Oligui Nguema fait en ce moment, c'est qu'il est en train de faire des classes de Gabonais. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, moi, j'ai des cousins qui aiment le Gabon autant que moi, mais leur mère est ghanéenne. Cela ne veut pas dire qu'ils ont des droits limités au Gabon par rapport à moi. Moi, par exemple, j'ai des enfants, parce que mon premier mariage était une Américaine. Ben, j'ai des enfants qui sont américains et qui sont gabonais de par leur père et américains de par leur mère. Il n'est pas normal que ces enfants-là, aujourd'hui, ne puissent pas apporter aussi leur pierre au pays de leur père, par exemple. Or qu'aux États-Unis, ils ont la possibilité de le faire en plus parce qu'ils sont nés là-bas. Mon fils, par exemple, s'il le désirait, il peut même devenir président des États-Unis, qui est un grand pays. Donc, ce que je veux dire, au Gabon, on est en train de limiter et de tuer le génie gabonais. Je pense que au lieu de diviser les gens, nous devons unir les gens. Et moi, je pense, comme l'a si bien dit le docteur Okwe, que le président de la République devrait s'atteler à résoudre les problèmes des Gabonais au lieu de diviser les Gabonais. Les Gabonais n'ont pas d'eau potable, les Gabonais ont des problèmes d'électricité, les jeunes Gabonais ne travaillent pas. C'est de ça qu'ils doivent pouvoir traiter et non pas amener des choses pour nous diviser. L'étranger n'est pas le problème des Gabonais, mais le problème que nous avons, c'est la malgouvernance, c'est le détournement de fonds, c'est des hommes et des femmes qui s'accaparent le pouvoir que pour eux, qui convergent tous les pouvoirs sur leur personne et qui veulent être responsables de tout, mais coupables de rien. On ne peut pas gouverner une nation ainsi. Très bien. Très bien. Alors, docteur Okwe, avant de revenir à Madame Benon, vous avez soulevé un point, mais qui est assez contestable. Vous avez dit pour pouvoir atteindre un seuil de développement, il faut atteindre plus ou moins 5 millions d'habitants, à peu près ce que les économistes appellent le take-off. Mais le problème, c'est que quand vous voyez des pays comme le Qatar fait 3 millions d'habitants, à peu près, vous avez 90% de la population qatari est étrangère. Elle n'a pas accès à la citoyenneté qatari. Faut bien... Mais par contre, en matière de PIB, le Qatar est largement au-dessus du Gabon. Vous voyez? Alors que les étrangers font 90% de la population qatari. Émirats pétroliers également comme le Gabon, mais ils ont su diversifier et développer leur économie. Donc, en réalité, je pense quand même que, est-ce que vous ne trouvez pas que la volonté du gouvernement gabonais peut-être de s'orienter vers le modèle qatari, qui est de réserver la citoyenneté qatari aux Qataris de souche, voire même vraiment de filiation, pas les autres. Est-ce que ça ne participe pas aussi d'un bon sentiment quand on connaît, ça c'est un peu les arguments avancés par le gouvernement gabonais et puis certains partisans du régime gabonais, c'est de dire, on a eu les cas Ali Bongo Ondimba, voilà, qui serait responsable de tous les méfaits parce qu'en réalité, il n'est pas gabonais de souche, selon eux, puisque tout le monde sait que Ali Bongo est d'origine biafraise. Il a été adopté. On parle même, ils sont même remontés plus loin, ils parlent d'Omar Bongo, qui serait un centrafricain, il ne parlerait que le sango. Et que justement, s'il a pillé le Gabon et l'a conduit dans la banqueroute, c'est parce qu'il ne serait pas gabonais de souche. Donc, en réalité, ce débat-là aujourd'hui, il prend forme, y compris au sein des sphères de l'État, avec même une xénophobie de l'État qui s'est instituée à travers les Gabonaises qu'on a essayé d'implémenter par force au marché. On a expulsé des femmes béninoises en disant que bon, le marché devait être réservé désormais aux femmes gabonaises. Bon, rapidement, ils sont revenus dessus. On l'a vu aussi sur une nouvelle loi, une nouvelle disposition qui était de dire certains postes seraient réservés aux Gabonais dans le secteur économique. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela qui est de dire qu'aujourd'hui, les populations gabonaises, la question de leur pays qui leur échappe semble être vraiment une préoccupation des Gabonais, loin devant les questions sociales et économiques?
docteur. Ben, écoutez, monsieur Dosso, moi je vous dirais qu'on est dans la théorie de Charles Pasqua qui disait grosso modo que quand un problème vous emmerde, vous créez un autre problème pour faire de la Oui, diversion. Pour faire exactement. de la diversion. Monsieur Oligui est dans la diversion, dans son incompétence à régler les problèmes des Gabonais, qui sont des problèmes très importants, des problèmes sociétaux très importants. L'eau, l'éducation, la santé, le chômage, par exemple, c'est des problèmes très importants. Les routes, c'est ça à quoi il doit s'atteler. Ça fait partie des devoirs régaliens de l'État. Bien. Lorsque je parle du Gabon en termes de population, vous savez, la fonction de production qu'on symbolise souvent par la lettre grand Q, le PIB, est à la base de la croissance économique, dans son augmentation. Et pour avoir cette croissance, il faut aller jouer sur les facteurs de la croissance. Le Qatar, Dubaï ou les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, vous avez bien fait de les citer, ont cet avantage qu'ils ont un facteur capital très très important. Capital physique qui vient du capital financier à partir des pétrodollars tirés évidemment de l'exploitation pétrolière. Nous avons aussi eu cette manne pétrolière, sauf que notre malchance, et là on peut aussi partager les responsabilités entre évidemment le legs colonial, l'héritage colonial évidemment, Mhm. et la malgouvernance venant aussi de cet héritage colonial, parce que le colon en se retirant, et là je vous invite à lire l'ouvrage du politologue Achille Bembe, du commandement, qui montre comment, lorsque le colon s'est retiré, il a remis le pouvoir à des nègres de service qui Mhm. étaient là pour prolonger la colonisation au détriment des intérêts du peuple. Et c'est là où notre malchance a peut-être joué, parce que on a donné le rôle, on a donné le pouvoir, pardon, à des gens qui étaient les moins méritants, les moins compétents et qui n'avaient même pas de fibre patriotique. Et ça a continué jusqu'à Ali Bongo. Bien, l'argument qu'évoquent aujourd'hui les bras cassés qui sont au pouvoir de dire, de parler de souveraineté, mais Ali Bongo a quand même fait 2 mandats. Est-ce qu'ils n'ont pas vu depuis le premier mandat, 2 mandats de 14 ans? Ça veut dire 14 ans de perte de points de croissance qu'on a perdu sous Ali Bongo, avec ces gens-là, les mêmes qui ont servi dans le Mhm. système Ali Bongo. Et là, je cite Madame Lekogo, qui se prend pour une grande économiste, grande politologue, qui hier La était députée, avec ouais, la Judith députée, Lecoq. voilà, qui hier pillait le pays avec Ali Bongo, aujourd'hui renie Ali Bongo et auréole Oligui pour dire que voilà, le Gabon est sur de bons rails. Mais c'est du foutage de gueule tout cela. C'est du foutage de gueule. Je pense que il faut éveiller les consciences des Gabonais et leur dire que ce pays-là, où Oui. ils veulent vivre. Avant que vous ne chutiez, par exemple, docteur, et qu'on va écouter Madame Bendon, est-ce que la question de la citoyenneté gabonaise est vraiment ce débat-là qui a cours, on l'a vu même sur les réseaux sociaux, on a vu mon frère Jonas Moulenda s'en prendre à énormément d'étrangers, dont par exemple certains Béninois, etc. Beaucoup. On voit que depuis plusieurs décennies, la société gabonaise est traversée par une crise, j'allais dire presque une crise identitaire et politique, qui est liée à la question de l'étranger, notamment du béninois. Et d'autres, on l'a vu aussi dans les sociétés d'État, la SEG, lorsqu'il a fallu nommer un directeur général de la SEG, soit Ali Bongo, il était d'origine sénégalaise, on a vu toutes les polarisations. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce débat-là, de protéger, qui est mis en branle par Oligui et donc ses partisans, qui est de protéger la nation gabonaise contre le péril de l'étranger, ce qu'ils appellent, ou ce que Giscard appelait le parti de l'étranger. Est-ce que pour vous, c'est un bien grand mot, c'est un faux débat, ou c'est vraiment la question qui est au cœur même de la quête identitaire du peuple gabonais, c'est-à-dire sa souveraineté, sa nationalité, sa territorialité, et elle se sent menacée aujourd'hui par les étrangers qui voudraient leur prendre leur pays. Pour moi, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que le problème du Gabon n'est pas un problème de l'étranger. Le problème du Gabon est un problème de déficit institutionnel. Parce que si nous avions des institutions fortes, des règles fortes,
et une bonne gouvernance qui permettrait que les Gabonais vivent décemment dans leur pays, il n'y aurait pas cette haine de l'étranger. Le problème, c'est que le Gabonais, il se trompe évidemment de cible sur qui mettre la responsabilité de ces problèmes. La responsabilité n'incombe pas aux étrangers. Vous savez, il y a un adage, et d'ailleurs, Franck l'a bien dit, mais moi, je vais le reprendre autrement. Il y a un adage qui dit, à Rome, on fait comme les Romains. Si les étrangers arrivent chez vous, ils vous voient en train de danser sur un pied, mais ils vont danser sur un pied. S'ils vous voient en train de faire des crimes rituels, comme le font les Gabonais d'origine, en train de piller dans les caisses de l'État, comme le font les Gabonais d'origine, en train, évidemment, de se prélasser, d'être dans un laxisme abyssal, ben, ils feront finalement comme vous autres. Et donc, demain, si votre pays, évidemment, devient pauvre ou ne se développe pas, ce n'est pas le fait des étrangers. Et s'ils venaient à le faire, ben, c'est avec l'aval des nationaux, des autochtones. Donc, il faudrait revenir à ce problème institutionnel. C'est pour cela que tant aussi longtemps qu'on va violer, évidemment, les règles démocratiques d'accession au pouvoir, le Gabon n'aura jamais la chance d'avoir les vrais leaders que le peuple veut et qui vont travailler donc au mieux des intérêts du peuple. Tant que le code électoral sera travesti, tant que la Constitution sera travestie, par les moins méritants, par les plus incompétents, ce qu'on a appelé la kakistocratie, comme celle actuellement au Gabon, le Gabon ne sortira jamais. Les Gabonais continueront à accuser les étrangers que ça ne changera rien. Revenons aux fondamentaux, chassons ce gouvernement-là de bras cassés, de pieds nickelés, je répète, au pouvoir. Revenons pour arriver à de vraies institutions de la République qui feraient que demain, que vous soyez Gabonais d'adoption ou Gabonais d'origine, vous n'aurez pas de problème du tout de xénophobie ou de haine de l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'on sera dans la République. Moi, c'est ça mon objectif, mon projet de société, créer une république, qu'il y ait des blancs, des noirs, des jaunes, qu'il y ait toutes les ethnies du monde. L'important, c'est que le monde soit de bons citoyens, respecte les lois qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. C'est tout. L'étranger d'origine ou pas, c'est pas mon problème. C'est un faux débat, tout ça là. Voilà. Un faux débat, la question de l'étranger, Madame Doazek Bendom, pour vous, c'est véritablement un débat qui est au cœur, hein, ce qu'on appelle les politiques d'identité, hein, qui sont très connues aux États-Unis, hein, même en Belgique, tout ça. La question de l'identité aujourd'hui traverse la vie politique gabonaise. Est-ce que pour vous, Madame Bendom, ça vous semble être aujourd'hui une préoccupation majeure du peuple gabonais ou pour vous, c'est également de l'ordre du secondaire, comme le dit Jacques Okwe-Edou? Oui, merci, Monsieur Dossou. Pour ma part, hein, je ne dirais pas que la question de la souveraineté soit secondaire, parce qu'on a besoin de repères. Il faut qu'on avance tous avec les mêmes bases. Mais je dirais, moi, pour ma part, hein, que dès le départ, vous avez parlé tout à l'heure de certains étrangers qui avaient préempté. Mais aujourd'hui, M. Oligui Nguema nous parle du code de la nationalité, avec tous les verrous qu'il semble avoir mis. Mais quand on va dans la réalité des faits, et c'est ce qui est très difficile à suivre, M. Oligui Nguema, dans ce qu'il décide, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Très récemment à Paris, on est venu pour négocier le manganèse du Gabon. La personne qui parlait au nom du chef de l'État gabonais, avec passeport diplomatique gabonais, qui parlait au nom d'Oligui Nguema, qui a même tellement heurté la patronne des Ramettes au point qu'elle a averti l'Élysée, c'est M. Réhan Khalil. À quel moment est-ce qu'on lui a donné la nationalité gabonaise? À quel moment est-ce qu'il a droit à un passeport diplomatique? J'irai même plus loin. Le Gabon est doté des personnes capables, outillées pour parler, pour discuter à égalité avec Eramet. Mais M. Oligui Nguema a mis les Gabonais de souche de côté. Il a envoyé à Paris un monsieur d'origine libanaise dont il ne nous a pas dit à quel moment ce monsieur est devenu Gabonais. Avec passeport diplomatique, il va négocier l'avenir du Gabon. Et vous voyez donc que M. Oligui Nguema, quelque part, il se paie la tête des Gabonais. Pendant ce temps, il vit sa petite vie, il arrange ses petites histoires, il vit sa belle vie.
C'est ça où il y a l'enjeu. Monsieur Oligui Nguema ne veut pas qu'on lui rappelle les plus de 160 emplois qu'il a promis aux jeunes. Monsieur Oligui Nguema ne veut pas que les Gabonais lui rappellent ces fameuses promesses qui consistaient sur la base, restauration des institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Quand un petit garçon abandonné à lui-même est capable de se laisser abuser pour un petit morceau de sardine avec un petit bout de manioc, vous croyez que c'est la nationalité qui aurait changé quoi que ce soit? Mais pas du tout. Mais ces problèmes-là, qui sont le quotidien des Gabonais, M. Oligui ne s'en occupe pas. C'est le code de nationalité qui est sa propriété. Et même ce code de la nationalité, il le pervertit lui-même dès le point qu'à Paris, c'est un Libanais qui vient négocier le manganèse du Gabon en laissant des Gabonais de souche, de père et de mère de côté. Est-ce que le code de la nationalité permet cela? Que ce soit un non-Gabonais? Ce n'est plus Ali Bongo, hein? Ali Bongo, c'était le plus mauvais, il n'aimait pas les Gabonais. Et quand on parle du code de la nationalité, M. Oligui lui-même, quand il a pris le pouvoir, c'est pas lui qui nous a parlé de son cousin équato-guinéen. Quand ils font les fêtes de famille, il est là. Alors, il est plus Gabonais que qui? Dans le code de la nationalité, bien sûr qu'il fallait remettre les bases, rappeler certaines choses, mais malheureusement, au niveau du Gabon, le code de la nationalité de M. En fait, j'essaie de vous suivre. Vous dites qu'il y a un vrai débat de fond, mais il y a, si vous voulez, son implémentation ou bien sa traduction en politique publique qui, pour vous, qui ne vous convainc pas du tout par ce qu'Oligui fait. Sinon, le débat vraiment de la nationalité gabonaise, aujourd'hui, un débat qui vous semble vraiment important, n'est-ce pas? Oui, il me semble très important déjà. Contrairement à Jacques Okoué, qui trouve que c'est un débat secondaire, c'est plutôt les questions de gouvernance économique et sociale qui lui semblent beaucoup plus importantes que celles de la nationalité. Mais et ça se conjugue à condition qu'il y ait une matrice et une ligne directrice. Là, c'est pas ça. Là, on est dans la ruse. Quand les Gabonais demandent où sont les 160 emplois, on attend que les députés soient en vacances pour faire une loi. C'est tout simplement, vous savez, M. Oligui Nguema, entre ses bonnes intentions et sa façon de gérer les Gabonais sous la ruse, sur des paroles, aujourd'hui on a un chef d'État que quand il vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas le croire. Très bien. Donc, il fait tout le contraire. Est-ce que M. Rial Khalil, à quel moment il est devenu Gabonais? Y avait-il pas des Gabonais outillés pour venir discuter du manganèse, de la transformation du manganèse? Il va prendre un Libanais. Et c'est le même qui nous dit que les étrangers, qu'il faut les classifier. Il met où M. Rial Khalil? M. Oligui Nguema, il le place où? À partir de là, tout ce qu'il nous raconte sur le code de la nationalité, c'est ce que je pense, c'est du pipe aux flûtes. Il s'amuse de nous, il se paie notre tête, il est président, il vit la belle vie. Voilà ce que moi je pense. Voilà, parmi les experts sur les questions de mine, il aurait par exemple pu faire appel à Marcel Abeke, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Il est outillé, il est outillé et il le mérite. Voilà, ok, voilà, on se comprend, donc voilà. Non, on se comprend, oui, je ne renie pas les miens. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est un homme exceptionnel, oui, exceptionnel. Madame Bendom, vous ne mangerez pas du piment dans ma bouche, voilà. Donc, en tout cas, Franck Joktan, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du cas de Madame Bendom quant à Khalil, qui est vraiment dans le domaine de l'uranium, à qui on va solliciter l'expertise, et aussi sur les autres réserves de ce code. Par exemple, comme avancé, on parle de la déchéance de la nationalité désormais, qui est active, qui est un point également. Peut-être que le docteur Okoué dira un mot. Est-ce que ce n'est pas une avancée pour vous? Bon, l'autre élément, la protection de la souveraineté gabonaise et le débat sur les politiques d'identité. Est-ce que pour vous, c'est un gros débat ou bien c'est vraiment de l'accessoire? Alors qu'aujourd'hui, on voit bien, même sur les réseaux sociaux, partout, dès que quelqu'un est nommé, la première chose qu'on va voir, est-ce qu'il est gabonais? Est-ce qu'il est gabonais? Ah, monsieur Dossou, ah non, monsieur Dossou, sans doute, il n'est pas gabonais.
Ah, monsieur Untel, est-ce qu'il est vraiment gabonais? Ah, Untel, est-ce qu'il est gabonais? Donc, vous ne pensez pas que le gouvernement n'a fait que traduire ces préoccupations-là des populations dans le débat public à travers une loi et peut-être qu'on peut discuter maintenant de son articulation concrète et mettre des réserves. Mais est-ce que le débat en lui-même, cher Franck Dioptan, est-ce que pour vous, il est important, il est d'actualité aujourd'hui au Gabon? Le débat est toujours positif. Les Gabonais ont besoin de se parler. Les Gabonais ont besoin de discuter ensemble et de trouver des solutions qui sont bonnes pour nous, les Gabonais. Pas qu'un groupe de Gabonais qui décide pour tous les Gabonais. C'est ce que Oligui Nguema fait. Oligui Nguema, aujourd'hui, il impose ce que lui, il veut aux Gabonais. Et je ne suis pas d'accord avec ça et je ne mangerai pas de ce pain. Je pense qu'Oligui Nguema ne connaît pas l'histoire du Gabon. Parce que dans l'histoire du Gabon, si on parle vraiment des Gabonais d'origine, on devrait parler plutôt des Pygmées. Les Pygmées sont là depuis je ne sais combien de siècles au Gabon. Et après, il y a d'autres peuples qui sont venus au Gabon. Mais il faut On a parlé des Haoussa aussi, hein. oui, il y a d'autres peuples qui sont venus au Gabon. Il y a d'autres peuples qui sont venus au Gabon, c'est-à-dire que le Gabon, il y a les Omienais, il y a les Fans, il y a les Téké, il y a les Pounous. On est tous venus au Gabon. C'est-à-dire que au Gabon, il y avait des peuples avant nous. Les vrais autochtones du Gabon, je suis désolé, c'est les Pygmées. Et malheureusement, ils sont pratiquement exclus comment dire ça, de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Je ne sais pas si c'est voulu ou c'est fait, ou c'est eux qui veulent se mettre à côté. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que moi, j'aimerais pouvoir dire, c'est que dans un État où c'est un État de droit, c'est un État responsable, c'est un État qui crée de l'emploi pour son peuple, un État qui favorise l'éducation pour son peuple, un État qui favorise la santé et qui permet à son peuple de s'épanouir, le problème de nationalité, le problème de qui est vraiment gabonais ou pas ne se posera plus. Ce problème se pose pourquoi? Parce que justement, on a un gouvernement qui est incompétent, on a un gouvernement qui n'arrive pas à adresser les problèmes des Gabonais et donc pour pouvoir essayer d'apaiser les problèmes que l'on rencontre dans le pays, on accuse celui qui est différent de nous. Et donc on essaie de classifier les Gabonais. La théorie de diviser pour mieux régner. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que, on l'a si bien dit, aujourd'hui, on donne le pouvoir à Oligui Nguema de décider qui est Gabonais et qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est que ceux qui ont la binationalité, c'est-à-dire qui sont Gabonais et Français ou Gabonais ou Américains ou Gabonais ou Canadiens, si par exemple ils critiquent le pouvoir, Oligui Nguema se réserve le droit de lui retirer la nationalité gabonaise. Et je trouve que ça, c'est impensable, c'est-à-dire c'est impensable, c'est insoutenable pour moi et c'est anticonstitutionnel. Parce que mon droit d'être gabonais m'a été donné non seulement par Dieu, mais aussi par mes ancêtres. C'est-à-dire que mes aïeux sont nés au Gabon. Donc, ce n'est pas parce que je critique le gouvernement qu'aujourd'hui et que j'ai une autre nationalité qu'on va me retirer ma nationalité gabonaise. Ce n'est pas Oligui Nguema qui a donné la nationalité gabonaise à un Gabonais. Donc, ce n'est pas à lui de la retirer la nationalité gabonaise à qui que ce soit. Moi, je pense qu'on devrait plutôt créer une entité qui réellement attribue la nationalité gabonaise à qui de droit selon les lois que nous avons établies ensemble, pas que quelques personnes ont décidé, mais nous, les Gabonais, nous avons décidé et on applique la loi. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit ma sœur, le journaliste, c'est que nous avons, par exemple, dans le gouvernement d'Oligui Nguema aujourd'hui, des gens qui, selon sa propre loi à lui, ne devraient pas être au gouvernement. Pourquoi? Parce que leur mère, sa mère, par exemple, est béninoise. Je fais allusion à quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, c'est Baro Chambrier. Sa mère est béninoise. Bah, voilà, donc, et il est vice-président du Gabon. Laurence Donc, qui est mon amie, quand bien même aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec elle, qui a aussi des origines camerounaises, elle est ministre. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans cet homme-là que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à cerner. Il est en train de créer des feux et des divisions dans des endroits qu'il n'a pas besoin. Ce qu'on lui a demandé ou ce qu'on attend de lui, c'est qu'il gouverne et qu'il fasse sortir le Gabon de la précarité et qu'il permette aux Gabonais de s'épanouir. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Et maintenant, il se cache dans des termes comme quoi on a besoin de souveraineté. Je suis désolé, hein, dans toute l'histoire du Gabon,
Les Yougoslaves sont venus parce qu'on avait besoin qu'ils construisent nos routes, ça dans les années 1980. Les Haïtiens sont venus au Gabon pas parce qu'ils voulaient venir au Gabon, c'est nous qui avons fait venir les Haïtiens pour qu'ils puissent nous éduquer et qu'ils puissent nous soigner. Je suis désolé. C'est-à-dire que les Maliens, comment dire ça, les Burkinabés et les autres sont venus au Gabon parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, ces gens ils ont fait des enfants au Gabon et maintenant on leur dit que leurs enfants sont moins gabonais que d'autres Gabonais. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça c'est responsable et est-ce que ça c'est bon? Aujourd'hui, je vois en France, j'ai été content de voir qu'il y a des Gabonais qui sont devenus maires ici en France. Pourtant, c'est des Gabonais. Ils sont franco-gabonais. Ils sont devenus maires en France. OK? Donc, pourquoi au Gabon, on ne pourrait pas créer un système? L'essentiel, c'est de permettre au peuple de pouvoir juger. Et moi, je pense que si on donne la liberté à notre peuple de choisir, ils vont savoir quand même qui est bon pour le Gabon et qui veut vraiment l'intérêt du Gabon. Et s'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes que telle personne-là, il n'est pas bon pour l'intérêt du Gabon, ben, ils vont l'écarter. Mais ce n'est pas au président de la République de dire que tel Gabonais n'est pas digne parce que son père était béninois ou bien il n'est pas digne parce que sa mère était nigériane. Ce n'est pas au président de la République d'apprécier ça. C'est aux Gabonais, à travers le vote, qui vont dire que telle personne, moi, je ne veux pas. Pas parce qu'il a des origines, d'autres origines, mais parce qu'il considère que cette personne-là ne va pas servir ses intérêts. Pourquoi? Merci, Franck Johnson. Attends, j'atterris. On veut forcer les Gabonais pourquoi on veut forcer les Gabonais à choisir qu'une catégorie de personnes? Je suis désolé. Laissez les Gabonais choisir qui ils veulent. Laissez les Gabonais choisir qui ils veulent. Alors, parmi une des mesures les plus controversées de cette nouvelle ordonnance donc promulguée par Oligui Nguema figure donc l'exclusion aux fonctions ministérielles des Gabonais qui ne seraient pas qui seraient de la première génération. Alors, on regarde justement cette petite synthèse et puis on revient terminer avec nos chers panélistes sur le plateau. Est-ce que cela pourrait être une avancée ou nous sommes dans une régression? Alors, attendez qu'on puisse justement, voilà, faire un cadrage. C'est parti. Le nouveau code de la nationalité gabonaise continue de faire couler encre et salive au sein de la classe politique et de la société civile à Libreville et à l'Interland, si le texte est salué par une frange de l'opinion pour son patriotisme juridique. Son article 58 introduit une rupture évidente dans le principe constitutionnel d'égalité des citoyens. Après la magistrature et le commandement militaire, c'est au tour des fonctions ministérielles d'être soustraites de la main des Gabonais, dits d'adoption de première génération, instaurés par le législateur. En effet, ces derniers seront désormais frappés d'une incapacité temporaire d'exercice de leur droit à une promotion politique. D'ailleurs, l'article 58 dispose que les personnes ayant acquis la nationalité par voie de naturalisation ou par l'effet du mariage se voient interdire l'accès aux fonctions les plus sensibles. Il faut avoir le courage de le dire, l'esprit et la lettre de cette disposition du nouveau code de la nationalité établissent une exclusion catégorielle, laquelle renvoie inéluctablement au pouvoir exécutif. Il s'agit notamment de l'interdiction d'être nommé membre du gouvernement ou collaborateur du chef de l'État. Au Gabon, la frontière entre la protection de la souveraineté et discrimination légale est dorénavant fine. Et ce, alors même que la Ve République est présentée par le chef de l'État comme l'avènement de l'inclusion. Sur le plan du droit pur, il est judicieux de relever que l'esprit du texte semble vouloir protéger les centres de décision stratégique contre toute influence exogène, ce qui semble justifier l'exigence d'une filiation nationale consolidée sur plusieurs générations pour prétendre aux hautes fonctions de l'État. Toutefois, de nombreux juristes s'interrogent sur la conventionnalité de cette mesure, puisque la hiérarchie entre la nationalité d'origine et la nationalité acquise ne fait que fragiliser le statut de citoyen. Alors, docteur Okoué, on vient de voir à travers cette petite séquence que l'on doit à nos confrères de Gabon Media Time. Je voudrais justement qu'on évoque cela. Le législateur gabonais, à travers cette nouvelle ordonnance-là,
a entendu protéger donc le commandement, la magistrature, le commandement militaire, la magistrature et maintenant les fonctions ministérielles et vraiment la haute fonction d'État. Est-ce que pour vous, vous saluez cela comme une avancée contre ce qu'ils ont appelé véritablement voilà, est-ce que le Gabon a connu par le passé le syndrome soit Ali Bongo, Meksan Akombesi, certains sont même remontés jusqu'à vraiment au président El Hadj Omar Bongo, qui ne serait pas gabonais dit de souche, etc. Est-ce que pour vous, le législateur gabonais est dans son bon droit, celui de protéger la nationalité gabonaise ou même les privilèges d'État, donc dans le commandement militaire, la magistrature, les fonctions ministérielles, les fonctions diplomatiques, contre l'intrusion des étrangers à travers cette nouvelle ordonnance? Ben, écoutez, je m'inscrirai d'abord en faux en disant, en acceptant que ce soit le législateur gabonais qui ait validé ces dispositions-là, puisqu'on l'a dit tantôt, Madame Bondom l'a dit, et je le redis, le mot d'adoption de cette ordonnance-là, d'ailleurs le mot d'adoption, quand je dis ordonnance, c'est que c'est le président de la République pendant l'intercession, effectivement, qui a adopté cette nouvelle loi, ce nouveau code électoral. Donc, vous comprenez que ce n'est pas passé par l'Assemblée nationale. Ça n'a pas subi, ça n'a pas fait l'objet d'un débat démocratique. Et la stupidité de ce gouvernement, c'est pour ça que je le qualifie, ce pouvoir de gouvernement, de pouvoir de bras cassés, de pieds nickelés. C'est-à-dire qu'ils font adopter une loi, un nouveau code électoral, OK, alors que l'Assemblée nationale, le Parlement allait ouvrir dans les 3 jours qui suivaient. Et surtout que le putschiste en chef, comme j'adore l'appeler, ou le président par défaut du Gabon, à la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il fait quand même, évidemment, prendre une loi par ordonnance pendant l'intercession. Vous me suivez bien? Donc le législateur n'intervient pas. Il n'y a même Oui, pas mais eu en amont, attendez, il n'y a même pas eu en attendez, amont débat. non, juste peut-être une précision sémantique. Le terme législateur ici, vous savez que l'initiative de la loi est concurremment au Parlement et aussi à l'exécutif, n'est-ce pas? Lui, mais il n'est pas législateur, le Non, président non, de je la ne pas. République. Non, le président est chef du gouvernement gabonais. Voilà, c'est le pouvoir Voilà, exécutif, exactement. pas le pouvoir législatif. C'est surtout là, parce que le mot d'adoption de cette ordonnance aussi pose problème, parce qu'il y a un On est déficit de d'accord. démocratie. Il y a un déficit de démocratie, c'est quand même des problèmes très importants, comme l'a dit tantôt mon frangin Franck Joctan, ça aurait dû faire l'objet d'un débat sociétal. On balance comme ça dans la société la question, et puis pourquoi pas un référendum même là-dessus? Bon, la stupidité continue où? Bien, il fait lui-même l'ordonnance sur le code électoral nouveau, il fait promulguer cette ordonnance au journal officiel. Vous savez quoi? Le plus risible, c'est qu'après, il renvoie maintenant l'ordonnance à l'Assemblée nationale pour débat, alors que c'est déjà promulgué, mais on a affaire à une bande d'amateurs. Non seulement ils sont malveillants, mais ils sont stupides, ils sont des incompétents. Pour revenir à votre question, sa deuxième Alors, partie, voilà la question de fond maintenant, sur de fond la maintenant. volonté de protéger le commandement militaire, la magistrature et les fonctions ministérielles. Bon, sur le fond, moi, je ne serais pas offensé si, évidemment, ça venait du législateur, alors en tant que bon législateur, c'est-à-dire véritablement élu par le peuple, et pas, évidemment, cette législature de marmailleurs qui ont été nommés par Oligui. C'est pour cela que je reviens encore au problème des institutions. C'est très important. Le Gabon souffre d'une mauvaise qualité institutionnelle au niveau législatif, au niveau juridique, au niveau politique. Tant aussi longtemps que nous n'aurons pas les dirigeants voulus par le peuple, par exemple, moi, dans mon projet de société, je prévoyais que, par exemple, les procureurs de la République soient élus par leur père et pas nommés par le président. C'est là où nous allons avoir véritablement des fondamentaux, des fondements solides d'un véritable état de droit. L'étranger n'est pas le problème. Sinon, au Canada, on aurait ces problèmes-là. Ne me parlez pas des États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a un problème de répartition inéquitable des richesses qui fait qu'il y a pas mal de la pauvreté qui explose et avec la pauvreté, la criminalité et tout ce que vous vivez, vous voyez là-bas la drogue. Le Canada, pour moi, c'est l'exemple
de pays démocratiques au monde. Ici, tout le monde, même les minorités, toutes les minorités ont des droits. Moi, je suis Canadien, pourtant d'adoption, mais je suis Canadien. On ne me voit pas comme un Gabonais. D'ailleurs, si le Gabon m'emmerde, le Canada tout de suite va se mêler. Vous voyez? Donc, si le Canada entend que le Gabon veut m'embêter dans mes voyages en France, au Burkina ou même au Gabon, le Canada va s'en mêler parce que le Canada me considère comme un Canadien. Ils ne font pas ce distinguo pour diviser la population alors que là-bas n'est pas le problème. Je vous le dis, si on avait des personnes morales et des personnes physiques à la tête des personnes morales qui étaient bienveillantes, ce problème-là ne serait pas parce qu'on serait dans une république. Une république, c'est la loi. Et personne ne sera au-dessus de la loi, tout le monde la respecterait, en commençant par le président de la République. Donc, on ne peut pas faire de la justice à géométrie variable. Comment un président peut-il avoir le droit d'accorder, lui déjà qui vole l'argent de l'État pour donner des allocations aux fondations de ses femmes? Vous croyez qu'il ne donnera pas, évidemment, la nationalité à qui il voudra? On aura le même problème qui s'est posé sous la femme d'Omar Bongo, qui avait donné des passeports à des citoyens congolais qui étaient allés faire du désordre aux États-Unis et on a accusé les Gabonais. Donc, vous voyez, revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la séparation des pouvoirs. C'est vraiment ce régime parlementaire que je préconisais dans mon projet de société. Si j'avais été candidat pour mieux le présenter aux Gabonais, c'est vraiment cette indépendance des pouvoirs. Et c'est là où on pourrait avoir des pouvoirs contre les contre-pouvoirs afin que véritablement les problèmes soient traités démocratiquement et selon les lois en vigueur. Mais tant aussi longtemps qu'on ne sera pas là-dedans, ce sera évidemment, on va tourner en rond, ce sera du pilotage à vue et le sous-développement du Gabon ne s'arrêtera pas. Je chute là-dessus. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, Franck Djoktan, et ensuite on terminera avec Madame Benom. Donc, sur ce premier volet, on aura d'autres panels sur la question de la nationalité. Alors, le gouvernement gabonais dit, nous entendons désormais protéger le haut commandement militaire, réserver ça exclusivement aux Gabonais dits de souche ou aux vrais Gabonais, encore qu'il faudra définir qui est vrai Gabonais. Ensuite, les fonctions ministérielles, la haute administration et vous avez également donc la magistrature suprême. Est-ce que vous saluez cela comme une avancée quand on sait que votre pays, cher Franck Djoktan, a connu par le passé vraiment les scandales liés à la gouvernance d'Ali Bongo? Vous savez, Luc Bengonsi, qu'on a reçu ici, il dit avoir levé le lièvre sur la véritable identité frauduleuse de Ali Bongo Ondimba, qui ne serait pas gabonais de souche. Vous avez aussi Meksan Akombesi, Liban Suleiman et beaucoup d'autres, ce qu'on appelait la Légion étrangère, pour citer vraiment Jean Ping. Est-ce que vous saluez ces trois secteurs qui sont protégés par le nouveau code de la nationalité gabonaise comme étant une avancée pour la prémunir donc de l'intrusion de la Légion étrangère? Non, parce que je considère que l'État gabonais, en fait, ne fait que se protéger. Ce n'est pas la souveraineté du Gabon qui l'intéresse. C'est sa propre survie, c'est sa propre, comment dire ça, ils veulent s'établir. Et pour s'établir, il faut qu'ils divisent et il faut qu'ils contrôlent les Gabonais de souche. Parce que, comme l'a si bien dit le docteur Okwe, il est aussi canadien. Et que si le Gabon l'embête, ben le Canada va s'impliquer et demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous traitez notre citoyen aussi comme ça, et ils devront répondre à un autre État qui est un État de droit. Et bien entendu, le Gabon ne veut pas ça. Donc, le Gabon veut pouvoir piétiner les Gabonais de souche et ils savent que c'est plus difficile de piétiner un Gabonais qui a une autre nationalité parce que son pays, son autre pays, ne va pas permettre qu'on le piétine ainsi. Donc moi, je pense que ce n'est pas une avancée, ce n'est pas vraiment pour une souveraineté du pays, c'est plutôt pour se protéger lui-même, protéger le gouvernement. Je pense que le gouvernement gabonais aujourd'hui a peur des Gabonais qui ont la double nationalité, par exemple, pour X ou Y raison. C'est plus facile de contrôler, de manipuler, d'enfermer un Gabonais de souche aujourd'hui
parce que d'enfermer un Gabonais qui est américain ou un Gabonais qui est aussi, comment dire ça, canadien, parce qu'il faudrait qu'il donne de manière régulière, c'est-à-dire qu'il puisse savoir ou donner des informations à cet État-là à qui il appartient aussi. Et puis, ce que j'aimerais pouvoir dire, le problème, ce n'est pas l'étranger. Le problème, ce sont nos lois. Aujourd'hui, on est contre Ali Bongo, et je l'entends, mais la vérité, c'est que selon notre constitution, Ali Bongo n'aurait jamais dû être président du Gabon. C'était écrit dans la constitution. Mais nous, Gabonais, certains Gabonais, ont décidé d'ignorer cela. Et donc, on a payé les pots cassés. C'est parce que nous-mêmes, Gabonais, et je dirais des Gabonais de souche, ont fermé les yeux. Ali Bongo était adopté, par conséquent, il ne pouvait pas être gabonais. Il ne pouvait pas être président de la République gabonaise. Mais on nous a obligés, on a obligé aux Gabonais de l'accepter. On a balayé ça du revers de la main et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Ce n'est pas la faute d'Ali Bongo, c'est la faute des gens qui ont encouragé Ali Bongo à devenir président et qui l'ont poussé et qui l'ont mis là. Okay? Et c'est la même chose pour les Liban Suleiman, pour à Kombessi. Ils ne sont pas venus là d'eux-mêmes. On les a appelés, ce sont des Gabonais qui les ont fait venir au Gabon, c'est des Gabonais qui leur ont donné le pouvoir et qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait. Okay? C'est pas eux de leur propre vouloir qui ont décidé de nous piétiner. Ils l'ont fait avec la bénédiction et l'autorisation des Gabonais. Donc, par conséquent, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des lois qui protègent réellement les Gabonais. C'est-à-dire... Donc vous saluez cette loi-là, cette disposition du nouveau code de la nationalité? Si quoi? Si je l'accepte? Non, est-ce que vous la saluez comme étant une avancée, puisque désormais... Non, pour moi, ce n'est pas une avancée. Pourquoi? Parce qu'elle divise les Gabonais. Pour moi, elle divise les Gabonais. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de Gabonais de seconde classe. Il n'y a pas. Une fois on est Gabonais, on est Gabonais. Moi, ce que je pense qu'on aurait dû faire, c'est plutôt s'assurer que si on décide qu'un Gabonais peut, du moins qu'un étranger a la nationalité gabonaise. Pardon, oui. Franck Antoine, mais vous êtes un peu contradictoire. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de vous-même, votre famille, vos enfants qui sont nés aux États-Unis. Vous savez très bien que l'ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, ne peut jamais être chef de l'État ni président aux États-Unis. Parce qu'il n'est pas né sur le territoire américain, bien qu'étant américain de nationalité. Je ne suis pas contradictoire parce que... Attendez. Je voulais terminer justement en vous disant, mais chaque pays a des prérogatives en fonction de ses préoccupations et de l'urgence de l'heure de voter un code de nationalité selon les objectifs qu'il estime les plus pertinents. Aujourd'hui, les autorités gabonaises trouvent que la haute administration gabonaise, la magistrature, le commandement militaire sont menacés quant à la sécurité même du pays si elle venait à tomber dans des mains étrangères. Du coup, on protège ces secteurs-là de certains Gabonais dits de première ou de deuxième génération. Même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président américain. Oui, mais ça, c'est la seule exception. Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur du plus grand État des États-Unis, qui est la Californie. Donc, il ne peut pas être chef d'État. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un Américain de souche, c'est-à-dire un Américain qui est né aux États-Unis, okay, sa femme aussi est née aux États-Unis, et ils ont un enfant en Europe, c'est-à-dire à Paris, cet enfant américain ne pourra jamais être président. Pas parce qu'il a été naturalisé, mais parce qu'il est né hors des États-Unis. C'est eux qui ont décidé ça. OK? Mais moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour eux, ils ont décidé que pour être président de la République, il faut être né aux États-Unis. Et c'était ça le problème aussi avec Obama. Parce qu'avec Obama, à un moment donné, les gens disaient qu'il est né hors des États-Unis parce qu'il était né à Hawaï. Mais Hawaï est un État américain. Donc, il a le droit d'être président. McCain, par exemple, qui était un soldat américain, il est né dans une base américaine en Allemagne. Mais il a pu être présenté. Pourquoi? Parce qu'une base américaine en Allemagne est considérée comme étant l'État américain. Donc, ils sont consistants et ils n'ont pas de trucs. C'est-à-dire qu'eux, ils respectent leurs droits. Et puis, il faut aussi dire, hein, aux États-Unis... Pourquoi la question, vraiment, je vais vous demander d'essayer de faire court. Hein. La question était de savoir pourquoi vous reconnaissez ce droit aux États-Unis, mais quant au gouvernement gabonais qui dit « nous entendons protéger certains secteurs
de l'intrusion étrangère. Bon, après, on peut définir le commandement militaire, la magistrature d'un pays, donc du Gabon, et puis la haute fonction publique, les fonctions ministérielles. Pourquoi vous Oui, ne mais saluez pas cela? parce que, Monsieur Dossou, je vous ai dit au départ que pour moi, il n'y a pas de Gabonais de seconde classe. Pour moi, soit on est Gabonais, soit on ne l'est pas. Donc, si vous êtes D'accord. Gabonais, c'est-à-dire que on a fait le nécessaire pour s'assurer que vous êtes digne d'être Gabonais. C'est-à-dire qu'on s'est assuré, OK. c'est-à-dire Donc, vous saluez, attendez, donc vous reconnaissez, vous saluez plutôt qu'il y ait des Américains de seconde classe, mais pas des Gabonais de seconde classe. non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'Américains de seconde classe. Il n'y a Mais pas d'Américains de seconde classe. celui qui n'est pas né aux États-Unis, qui a la citoyenneté américaine, ne peut jamais prétendre à la Maison-Blanche. Mais il n'est pas considéré comme un Américain de seconde classe. C'est un choix qu'ils ont fait pour la D'accord. présence. Mais c'est-à-dire, ce que vous ne dites pas, c'est qu'aux États-Unis, un Américain moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont nigérians, ok? Des amis qui étaient nigérians, j'étais à l'école avec eux, qui aujourd'hui sont au Congrès américain et ils président dans des trucs sensibles comme les trucs de la Non, défense. les congrès, on est d'accord, mais est-ce qu'ils peuvent prétendre à la Maison-Blanche? Mais c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une loi qu'ils ont dit. Mais elle n'est pas discriminatoire. Moi, ce que je reproche au Gabon, c'est quoi? D'accord. Ce que je reproche au OK. Gabon, c'est quoi? C'est qu'au Gabon, ce qui se passe, c'est qu'on choisit qui c'est-à-dire qui est le bon Gabonais et qui n'est pas le bon Gabonais, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que pour moi, le processus doit être bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, aux États-Unis, normalement, à part la ségrégation raciale, c'est vrai qu'aux États-Unis, pendant un moment donné, il y avait des Américains de seconde classe. Les Noirs américains étaient considérés comme étant des Américains de seconde classe. Mais les droits civiques ont lutté pour justement qu'on restaure leurs droits. Okay? Mais moi, je suis contre ça. Je suis contre l'injustice. C'est-à-dire que pour moi, une fois le processus a été fait et qu'on considère que cet homme-là et cette femme-là est digne d'être gabonais, on ne devrait pas le limiter à lui dire, on ne devrait pas dire à ce Gabonais-là, tu ne peux pas être ça, tu ne peux pas être ça, tu ne peux pas être ça. Non, il doit pouvoir jouir pleinement de tout ce qu'on donne à un Gabonais. Maintenant, D'accord. maintenant, je Concluez, s'il comprends. vous plaît. Oui, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que le processus soit bien fait. Le vrai problème qu'on a au Gabon, c'est qu'on a distribué le passeport gabonais comme on distribue des bonbons. C'est ça le vrai problème. C'est ça Merci, le problème. Franck Le problème, Docteur. ce n'est pas l'étranger. Le problème, c'est que nous-mêmes, Gabonais, nous avons été négligents avec notre passeport. On a attribué la nationalité gabonaise à des gens tout simplement parce qu'on avait besoin de leur vote pendant les élections présidentielles. OK? Et parce qu'on avait besoin de leur argent, parce qu'il faut dire la vérité, c'est-à-dire que quand on vend les passeports gabonais, on les vend très cher. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent sur les dos des autres. Et maintenant que ça les arrange pas, ils sont en train de vouloir diviser les gens. Moi, je dis non. Il faut être juste. Merci beaucoup. Il faut être juste. Madame Doisek, on va terminer avec vous sur ce volet-là. Franck Dioctan est-il contradictoire ou pas? Secondo, est-ce que vous comprenez qu'aux États-Unis, le modèle politique américain exclut de la Maison-Blanche celui qui n'est pas né sur le sol américain? OK? Et au Gabon, on entend protéger certaines fonctions qu'ils appellent des fonctions critiques quant à la souveraineté de l'État, la magistrature, le commandement militaire, et puis vous y ajoutez également les fonctions ministérielles. Est-ce que pour vous, quand on sait ce qui s'est passé par le passé très récent, les affaires à Combessi, les affaires à Ali Bongo, d'aucuns même ont dit Sylvia Bongo, si elle se comporte ainsi, c'est parce qu'elle est française, etc., etc., les Bongo, etc., qu'on dit être des Centrafricains. Est-ce que vous saluez cela comme une avancée, Madame Bendon? Moi, à titre, en tant qu'analyste politique, moi, je dirais tout simplement que chaque société a son modèle. Je dirais aussi une chose, c'est la loi américaine sur la souveraineté a été votée par les Américains, a été décidée librement par le peuple américain. Au niveau du Gabon, ce n'est pas le peuple gabonais qui a décidé, c'est l'ordonnance de M. Oligui Nguema qui a concocté son affaire et a fait passer une ordonnance. Ce n'est pas le peuple gabonais.
Si maintenant aujourd'hui on avait fait dans l'ordre normal, soumettre le projet de code de nationalité à l'Assemblée nationale, même si comme dit mon frère canadien, des marmailleurs, bon, ok, tout le monde sait comment ils ont été élus, mais au moins ça aurait eu cet aspect un peu de légal, que ça ne soit pas quelque chose de personnel par rapport à M. Oligui lui-même qui a décidé. Et troisième chose que je dirais, c'est que la souveraineté, c'est une bonne chose, mais quand on veut défendre la souveraineté, il faut appliquer la loi. Les lois ne sont pas appliquées, les décisions qui sont prises ne sont pas appliquées. Beaucoup d'étrangers qu'on nous a mis en avant, qu'on nous a fait détester parce qu'on se servait de la plupart de ces gens-là, que ça soit leur nationalité, les papiers avec lesquels ils vivaient au Gabon, ou sont partis ou ne sont plus au Gabon, ce sont des Gabonais de souche qui leur est donné. Parce qu'un passeport gabonais au CEDOC, dans leur magouille, ce n'était pas moins de 500 000, voire plus. C'était, quand tu étais au CEDOC à une certaine époque, tu devenais riche. Mhm. Il faut aussi dire les vérités. Tout à fait. C'était ça le business, c'était un business très fructueux. Mhm. Et puis, il faut aussi rappeler que beaucoup d'hommes politiques gabonais, ils font la politique, ils font aussi le business. Et dans leur business, ils ne voulaient pas, ils avaient peur que leurs frères gabonais les emmerdent. Par conséquent, ils mettaient en avant, ils donnaient la nationalité gabonaise à des Libanais et tout ça. Je sais pas, Franck Joctan le sait peut-être, ou même mon frère canadien, vous avez vu les Mba Mohamed de la plaine de la Beka. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont décidé? Ce sont nos propres décideurs politiques qui les ont mis en avant pour leur compte. Ils travaillent pour eux. Ils ont travaillé pour eux. Et ce sont ces mêmes gens qu'Oligui a pris à ramener avec lui aujourd'hui. Les passeports qu'ils vendaient hier, vous croyez que les passeports-là, ils ne les vendent pas maintenant? Les papiers qu'ils donnaient hier à leurs propres amis, à leurs connaissances, vous croyez que ces documents-là, ils ne le leur remettent pas aujourd'hui? Mais on se moque des Gabonais. Ce n'est pas le peuple qui a choisi. Pour l'instant, c'est M. Oligui Nguema qui fait sa petite cocotte minute, qui va finir par lui exploser au visage s'il continue. Alors, justement, ça, c'était un peu lors des manifestations, on voyait ces pancartes-là, ces affiches, à Combessi béninois, entre chez toi, dégage. Bon, vous voyez, et nous parlons quand même du puissant directeur de cabinet du Gabon qui avait vraiment la haute main sur l'ensemble des institutions du pays, qui dirigeait le pays. Donc, les nouvelles autorités estiment que, bon, voilà, le pays, à un moment donné, a basculé dans les mains de ce que Jean Ping a appelé donc la Légion étrangère, et que désormais, il faut se prémunir de cette légion en préservant la magistrature gabonaise, en préservant le commandement militaire, donc, et en préservant aussi donc, les fonctions ministérielles et autres. Bon, c'est un débat aujourd'hui qui a cours, hein, on le voit également sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un débat qui traverse la société gabonaise dans toutes ses composantes. Que vous soyez un grand type, comme on dit à Elbev, ou même vraiment un Makaya, tout le monde aujourd'hui parle de cette question-là, Madame Beno. Oui, c'est tout simplement que le 30 août, on était censé repartir sur de nouvelles bases, mais à chaque fois, le code de la nationalité, c'est vrai qu'on avait des problèmes, on ne distinguait plus qui était le Gabonais de souche, qui n'était pas le Gabonais de souche, qui était le bon Gabonais, qui n'était pas, ou quand on disait je suis plus Gabonais que toi, mais tout ça a pu avoir lieu parce qu'on avait un personnel politique inconséquent, irresponsables, amateurs, repliés sur eux-mêmes et ce qu'ils pouvaient, et ce qu'ils tiraient, et ce qu'ils tirent du peuple gabonais, hier comme aujourd'hui. Même avec ce nouveau code de la nationalité, tout ce qui a été dénoncé autrefois va se reproduire parce que ce sont les mêmes personnes, l'ossature du gouvernement, des autorités sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, ce sont les mêmes.
Si les Gabonais disent aujourd'hui on ne se reconnaît plus dans le 30 août de version Oligui Nguema aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient les mêmes personnes et même qu'ils les rient au visage. Ce qu'on voulait, ce que les Gabonais attendaient, c'est un nouveau fonctionnement. Et les Gabonais ont cru à ça. On peut tout changer tant que M. Oligui Nguema, avec ces gens qui donnaient des passeports, vendaient des passeports, aujourd'hui sont là, je ne vois pas qu'est-ce qui te rapportait plus de 500 000 francs CFA en donnant un passeport, tu es toujours au même endroit, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'empêcher de continuer à vendre les passeports. Je ne vois pas la raison, puisqu'on a besoin... non, ça ne va pas disparaître. On n'a pas changé les hommes. Ce sont les mêmes hommes. Le problème gabonais, ce sont les hommes. C'est l'applicabilité des lois. On ne les applique pas. On n'a pas les bonnes personnes. On est toujours dans l'argent. On cherche l'argent. On veut l'argent. On se méfie du frère. On préfère... On a la preuve aujourd'hui que même dans ce qui concerne au Gabon aujourd'hui, moi ça me fait rire, je suis ministre, je roule la voiture, je fais ceci. Oui, mais quand on décide de l'avenir du Gabon de demain, ce sont les non-gabonais qui décident sous Oligui Nguema qui fait quoi, qui doit décider quoi. Les véritables conseillers de M. Oligui Nguema sont des non-gabonais, ni de père ni de mère. Ils n'ont aucune attache en dehors de leur attache à M. Oligui Nguema Brice Clotaire. Merci, c'est dit et c'est bien dit. Alors, passons enfin rapidement, on a une grosse demi-heure, on va conclure, sur le deuxième sujet, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Est-ce véritablement la fin de l'impunité à travers une opération main propre, où nous sommes dans une cabale politique qui vise véritablement à décapiter vraiment un leader de l'opposition qui est connu de plus en plus pour ses positions très critiques contre la gouvernance du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, c'est justement à travers cette petite séquence-là qui nous plonge rapidement dans le bain de cette seconde thématique. C'est parti. Interpellé le mercredi 15 avril 2026 à Libreville, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé a été conduit par les services de sécurité dans le cadre d'un contentieux financier remontant en 2008. Une procédure jugée inhabituelle par ses proches dans un contexte politique marqué par ses récentes prises de position. L'arrestation d'Alain-Claude Billy-Binzé continue de susciter de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Selon des informations relayées par Gabon Review, l'ancien chef du gouvernement a été interpellé aux environs de 18h à la sortie de son domicile pour une affaire liée à une créance de 5 millions de francs CFA remontant à la 9e édition de la Fête des Cultures en 2008. D'après les éléments rapportés, une prestataire identifiée par ses initiales BR réclamerait le paiement d'une prestation effectuée lors de cet événement. Une dame réclamerait une somme de 5 millions de francs CFA jamais versée, souligne Gabon Review. Cependant, dans l'entourage de l'ancien Premier ministre, la responsabilité directe de ce dernier est contestée. Le donneur d'ordre était le gouvernement. C'est le trésor public qui traînait à payer, confie un proche précisant que Billy-Binzé, alors président du comité d'organisation, n'aurait fait que signer dans le cadre de ses fonctions. Au-delà du fond du dossier, c'est surtout la forme de l'interpellation qui alimente les débats. Selon Gabon Review, l'ancien Premier ministre aurait été interpellé sans convocation ni plainte préalable. Une situation que ses proches jugent pour le moins inhabituelle pour un litige de nature civile. Ces derniers s'interrogent notamment sur le recours à des services de sécurité pour une affaire aussi ancienne. Pourquoi une telle précipitation pour une affaire vieille de 18 ans? S'interroge l'entourage évoquant l'absence de procédure judiciaire classique. Dans ce contexte, Gabon Mediatam a pu recueillir des éléments complémentaires selon des sources proches de l'ancien Premier ministre. Celui-ci ne serait pas détenu au B2 comme initialement indiqué, mais à la Direction générale des recherches de la Gendarmerie nationale, si au Canroux, dans le 3e arrondissement de Libreville. Cette interpellation intervient quelques semaines après les déclarations publiques d'Alain-Claude Billy-Binzé qui affirmait faire l'objet de pressions liées à ses positions politiques. Gabon Review relève ainsi que cette arrestation survient dans un contexte politique tendu pour l'opposant déclaré. Dans son entourage, certains n'hésitent pas à établir un lien entre cette affaire ancienne et ses récentes sorties médiatiques.
Une lecture qui, sans être formellement établie, nourrit le débat sur le timing de cette interpellation. À ce stade, aucune communication officielle détaillée n'a encore été faite sur les suites judiciaires de cette affaire, laissant persister un climat d'incertitude autour de ce dossier aux implications à la fois juridiques et politiques. Alors, merci donc à Gabon Mediatime. Commençons rapidement par vous. Franck Joktan, de quoi retourne cette affaire? Sommes-nous dans une affaire vraiment liée à une politique de main propre de la part du gouvernement qui veut vraiment faire rendre compte ceux qui ont géré l'État, hein, et pour la bonne et la saine administration et gestion des ressources financières du peuple gabonais? Est-ce que vous saluez cela ou nous sommes dans une procédure abusive, une cabale politique visant à décapiter le président de votre parti, Ensemble pour le Gabon? Moi, je pense que c'est une cabale politique et j'aimerais tout simplement dire que le président de la République a dit devant RFI et France 24 qu'ils avaient les preuves que Noureddine Bongo et que sa mère avaient détourné énormément de fonds au Gabon, qu'il avait des preuves pour cela. Malgré ça, il a quand même décidé de les laisser sortir du pays. Vous voyez un peu l'incohérence. C'est-à-dire que là, ils ont des preuves qui prouvent qu'ils ont détourné de l'argent, mais ils les laissent sortir soi-disant pour des soins humanitaires, pour pouvoir après dire qu'ils vont être jugés sous contumace. Donc, on voit très bien que ce gouvernement-là ne cherche pas la justice et ne cherche pas à régler les problèmes du Gabon. D'autres termes aussi, on a parlé, les Gabonais ont demandé de vérité, justice, réconciliation et réparation. Oligui Nguema a répondu, il ne le veut pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ordonné, dès les premiers jours de son gouvernement, l'amnistie. On sait tous aujourd'hui que l'amnistie, c'est on te pardonne d'actes qu'on ne sait même pas que tu as commis. J'aurais préféré qu'on gracie, c'est-à-dire qu'on dise aux Gabonais ce qu'ils ont commis, ce qui a été fait, et que maintenant on les pardonne. Mais on ne sait même pas de quoi ils sont, de quoi on les ampute. Et pour moi, cela est très grave. Donc c'est une cabale politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que Alain-Claude Billy-Binzé fait partie des hommes politiques gabonais de l'opposition qui est très critique de ce que Oligui Nguema est en train de faire. Il a dit qu'il a servi le père, qu'il a servi le fils, mais qu'il ne servira surtout pas l'aide de camp. Donc, je pense qu'à cause de cela, ils ont cherché. C'est intéressant de voir que pendant toutes les années que Billy-Binzé a fait en tant qu'homme de pouvoir, ils sont allés trouver quelque chose en 2008, or qu'il a occupé des positions beaucoup plus importantes que cela, ou des positions où il y avait un budget beaucoup plus vaste. Ils n'ont rien trouvé. C'est une facture, en plus une créance qui n'est même pas de Alain-Claude Billy-Binzé, c'est une créance qui n'a pas de l'État, qui n'a pas été exécutée par le Trésor public. Voilà. Et aujourd'hui, ils veulent donner cette problématique-là à Billy-Binzé. C'est réellement, comment dire ça, une cabale politique. Et il y a le sentiment aujourd'hui au Gabon que l'on doit tout faire pour empêcher que les Gabonais parlent. On veut faire peur aux Gabonais en faisant comprendre que s'ils parlent, on va les arrêter tout simplement et les jeter en prison. Alors, dans cette affaire, peut-être paraphrasant un ouvrage de l'ancien président Omar Bongo, est-ce que vous diriez que Alain-Claude Billy-Binzé est blanc comme nègre? Je dirais, parce que pour ne pas dire blanc comme neige, mais est-ce que vous diriez il est blanc comme neige? J'ai compris, c'est-à-dire qu'il ne se reproche rien dans cette affaire. Que pour moi, tu ne peux pas être blanc et nègre en même temps. C'est-à-dire que soit tu es blanc, soit tu es nègre. Mais en d'autres termes, est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il ne se reproche de rien? Je suis convaincu qu'il ne se reproche de rien et je suis convaincu que la justice va éclater. Si vous me permettez, j'aimerais pouvoir donner un peu plus de détails, c'est-à-dire ces 5 millions. Oui, cette affaire. Justement, c'est pour cela qu'on vous a invité. Faites-nous un peu la genèse de cette affaire et qui est la dame qui réclame cette créance de 5 millions. Nous parlons bien de 5 millions. Hein. C'est ça. Si je ne m'abuse, son nom c'est Baba Ramatou. Okay? C'est une Gabonaise Donc, une Gabonaise qui faisait partie du parti d'Alain-Claude Billy-Binzé en 2008, qui est le parti de Père Bah Abessol, qui était le ministre de la Culture.
OK? Et donc, ils faisaient comment dire, les fêtes de la culture, ils ont budgétisé, donc il y avait un budget qui était alloué, et Alain-Claude Bilibinze, à l'époque, était le président de cette organisation-là. D'accord? Donc là, vous me suivez. Et donc, l'État n'avait pas débloqué les fonds. Plus que l'État n'a pas débloqué le fonds, ils ont décidé, le RPG, donc le parti politique du père Bessol, de faire une cagnotte. Dans cette cagnotte, cette jeune dame-là a donné 5 millions de francs CFA. Alain-Claude Bilibinze lui-même aussi a apporté 3 millions. Et il y a d'autres personnes de leur parti qui ont apporté de l'argent pour que la fête puisse se dérouler. D'accord? Cette femme-là, aujourd'hui, c'est la seule qui, pour elle, dit qu'elle a prêté cet argent-là en s'attendant que quand le gouvernement paye, qu'on la rembourse. OK? Et donc, aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Mais c'est la seule, parce qu'elle n'est pas la seule à avoir contribué de l'argent dans la cagnotte. Et donc, aujourd'hui… Nous sommes en 2008. Nous sommes en 2008. Voilà. Nous sommes il y a 18 ans alors. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le 7 juillet 2000, le 7 avril 2026, apparemment, elle se plaint chez le procureur. Une semaine plus tard, c'est-à-dire donc le 15, on arrête Alain-Claude Bilibinze. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de, comment dire ça, la justice gabonaise veut au moins présomption d'innocence, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au moins, et puisqu'au départ, c'était donc un problème civil, ben, ça se règle au tribunal. Ça ne se règle pas avec l'État. Ce n'est pas l'État qui envoie l'armée pour aller cueillir quelqu'un et puis l'amener quelque part. Donc déjà là, on voit une violation directe d'un homme politique gabonais. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que si on peut faire ça… Consultez, s'il vous plaît. Oui, si on peut faire ça à Alain-Claude Bilibinze, qui était un ancien Premier ministre de la République, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour un Gabonais lambda? C'est-à-dire qu'on peut te coller n'importe quel, comment dire ça, n'importe quel crime et puis venir te cueillir et te jeter en prison. Et c'est pour ça que moi, je dis aux Gabonais qu'il est important qu'au Gabon, on soit réellement un État de droit. Il devrait avoir la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un judiciaire qui est indépendant, un législatif qui est indépendant et l'exécutif qui est indépendant. Le président de la République a trop de pouvoir au Gabon et il décide de qui va en prison et qui ne va pas. Et moi, je dis que ça doit s'arrêter. Merci. Alors, Jacques Okoudou, on connaît un peu vraiment vos réserves très critiques vis-à-vis d'Alain-Claude Bilibinze. Je présume que vous n'irez jamais en vacances avec Alain-Claude Bilibinze. Bon, ça peut peut-être arriver, mais en tout cas, au regard des réserves que vous avez contre l'homme et son passé ou sa trajectoire politique, est-ce que pour une fois, vous vous dites qu'il est victime d'une cabale politique ou vous y voyez peut-être une opération main propre du gouvernement gabonais de faire rendre gorge à ceux qui ont mal géré l'argent public? Écoutez, je ne peux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la connaissance illimitée ou l'information complète. Et donc, je vais aller comme les scientifiques font, par hypothèse, qui est d'ailleurs un cours que je donne au Cégep Limoilou en statistiques mathématiques, le cours des tests d'hypothèse. Je vais aller avec deux hypothèses. Une à laquelle on peut croire, mais qui peut ne pas être celle-là, la vérité, mais c'est une hypothèse, elle a sa plausibilité, et une à laquelle on peut ne pas croire, mais qui peut être véritablement celle-là. Et dans la deuxième hypothèse, je vais la diviser en deux sous-hypothèses encore. La première hypothèse, c'est que, admettons qu'il y a une opération, effectivement, mais propre de la justice. Admettons que la justice, pour une fois, fasse son travail au Gabon, parce qu'il y a eu effectivement une plainte qui porte sur, évidemment, des créances douteuses, non honorées, évidemment, au niveau, effectivement, du droit commercial. Bien. La plainte, comme l'a dit mon frère Franck, a été portée par une dame et puis peut-être qu'elle a été relancée, j'en sais rien. Et ça fait que Alain-Claude Bilibinze a été interpellé. N'oublions pas quand même que l'homme est pas mal accoutumé du fait d'escroquerie et d'abus de confiance, puisque lorsque j'étais au Gabon, étudiant comme lui, il avait déjà été alpagué par la police pour émission de chèques effectivement sans provision. Tout à fait. Voilà. Donc, ça c'est la première hypothèse. On peut dire que la justice, évidemment, fait son travail. On suppose qu'elle est indépendante, même si je ne le crois pas.
Bien, là où le bas blesse, et c'est là où je vais tomber sur la deuxième hypothèse avec sa sous-hypothèse là-dedans. Là où le bas blesse, c'est que, comme l'a dit Franck, la procédure au niveau judiciaire. Quand même, Alain-Claude Lévizé, même s'il a été Premier ministre d'un gouvernement ou d'un régime dictatorial, imposteur, faussaire, non légitime des Bongos, mais Alain-Claude a quand même occupé de hautes fonctions de la République. Il aurait fallu que le mandat d'arrêt respecte la procédure judiciaire avec même sous la coupole, sous la direction d'un procureur. On ne peut pas aller interpeller quelqu'un sur la base de rien du tout. Il n'y a pas de mandat, il n'y a rien. Ce sont des simples éléments, c'est pas moi, des forces de sécurité qui vont l'arrêter. Bien, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est la prescription. Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que Franck semble nous étayer un peu plus sur l'affaire que bon, oui, c'est le ministère, mais après il y a eu des arrangements internes. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je m'appuie sur les faits, c'est qu'en 2008, l'affaire a eu lieu. 2008-2026, 18 ans, il y a prescription. Même sur le plan du droit de l'OHADA, c'est 5 ans. La prescription au Gabon, c'est 10 ans. Donc, c'est une affaire. Troisième argument qui, évidemment, plombe un peu la première hypothèse, c'est que nous sommes dans un contexte sociopolitique très tendu. Le gouvernement, comme on l'a dit tantôt, de bras cassés, de pieds nickelés, d'Oligui, est incapable de satisfaire les besoins essentiels des Gabonais, de leur fournir les biens essentiels, les biens et services publics au sens non rival, non exclusif du terme, parce que ça fait partie du devoir régalien de l'État. Ce sont ses obligations. Et c'est avec l'argent du contribuable qu'il doit le faire. Mais il est capable de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans la diversion. Il crée un problème. Dans le problème, on nous crée l'affaire Alain-Claude Lévizé. OK? Et puis on l'arrête. Il fait du Pasqua, quoi. Voilà, il fait du Pasqua, la théorie de Pasqua. Et puis on l'arrête. Et puis voilà, ça peut faire passer un peu le temps pour un peu un état de grâce un peu durable encore de ce gouvernement par rapport au contexte très, très tendu actuellement. Donc, le problème, c'est que cette hypothèse aussi, dans sa première version, la deuxième, s'il vous plaît, hein. oui, la deuxième hypothèse, là où elle bat aussi, là où le bas blesse, c'est que on peut aussi se poser la question, et si c'était un acharnement politique déguisé? Et si, parce qu'on sait que les deux, Oligui Nguema et Alain-Claude Lévizé, sont deux pions de la France-Afrique, sont deux francs-maçons qui sont instrumentalisés par la France-Afrique. Et si on pouvait aussi émettre l'hypothèse 3 comme, c'est-à-dire de dire, mais et si on voulait remplacer plutôt Oligui par Alain-Claude Lévizé, et puis on procède d'abord par son arrestation pour l'encenser en créant un capital de sympathie aux yeux du peuple gabonais qui l'a vomi parce qu'il fait partie des gens qui ont créé évidemment la dictature actuelle d'Oligui. C'est lui qui a quand même légitimé le coup d'État électoral d'Oligui en allant à l'élection présidentielle avec lui, en écartant la diaspora et d'autres Gabonais du Gabon qui étaient les plus aptes à diriger le Gabon. C'est quand même Alain-Claude Lévizé. Il a trahi le Gabon et n'oublions pas, c'est un France-africain, c'est un franc-maçon et donc ils obéissent au même maître. Et donc on se dit, comme hypothèse, et s'il jouait le jeu de se faire arrêter pour pouvoir se faire encenser, auréoler et avoir un capital de sympathie auprès du peuple gabonais de manière un peu comme légitime à accéder au pouvoir après, évidemment, l'ignare, évidemment, président par défaut, Oligui Nguema. Et c'est là où je voudrais alerter les Gabonais. Docteur, ça, franchement, on va retirer cette expression. Je vous en Oui. prie, je vous en conjure, je vous connais Oui. très respectueux pour toi. On va retirer le terme ignare, s'il vous plaît. OK, mais bon, disons l'incompétent, parce qu'il a beaucoup d'incompétents. Mais nous sommes tenus aussi par un certain nombre de règles. Donc, je vous prie effectivement, de retirer, s'il vous plaît. Effectivement, je voulais parler de son incompétence au niveau langagier parce que vous savez que le monsieur a des tares énormes. Ça se montre par la malgouvernance du pays. Donc, cette troisième hypothèse fait aussi quand même sa route. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller le peuple gabonais de ne pas se laisser distraire par cela. Parce que Alain-Claude Lévizé, il me rappelle d'ailleurs Féomobam, que Dieu est son âme, il est
il est parmi les gens qui sont à la base du déficit institutionnel, de la mauvaise qualité institutionnelle du Gabon. Et lui-même à l'époque, et là je vais chuter dessus, dans un discours, il disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Gabon, et maintenant que lui-même, dans le cas de la première hypothèse, si on y était, maintenant que lui-même est prisonnier, est-ce qu'on peut aussi lui retourner, évidemment, l'argument avancé à l'époque, il n'y avait pas de prisonniers politiques au Gabon. De toutes les façons, moi, je dis l'erreur que ces gens-là font, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir de façon stratégique en allant s'associer au diable, en allant manger avec le diable. Mais ils ne le prendront jamais. Ils ne le prendront jamais de la sorte. Moi, je dis aux Gabonais, je suis dessus, qu'il faut se préparer à battre le bitume. Parce que la souveraineté véritable du Gabon, pas celle vendue par Oligui dans son nouveau code de nationalité, la vraie souveraineté, elle sera politique. C'est-à-dire d'aller se battre contre la France-Afrique. Elle sera économique, elle sera militaire, d'enlever les bases militaires au Gabon, elle sera monétaire, de chercher à créer une monnaie, évidemment propre au Gabon, sinon à l'Afrique, évidemment francophone noire. Voilà, je chute là-dessus. Merci beaucoup. Oui, la sortie du franc CFA, en effet, oui. Anne-Marie Dorazek-Bendom, sommes-nous, comme l'a dit le docteur Okoyedou, sommes-nous dans une diversion maçonnique entre deux francs-maçons, pour le citer, c'est-à-dire les deux faces d'une même médaille, la franc-maçonnerie de Oligui Nguema et celle d'Alain-Claude Billy Binzé, qui en fait prendrait en otage le peuple gabonais, où nous sommes véritablement dans une affaire liée à la reddition des comptes à travers cette affaire qui date d'il y a 18 ans. Quelle est l'analyse de la journaliste politique que vous êtes? Merci, Monsieur Dossou. Moi, je veux juste rester sur le plan. Moi, je suis journaliste. Je pourrais suivre certaines choses. Je ne reste journaliste et j'analyse les faits. Je ne suis ni proche. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé a fait des choses ici en France. Vous ne m'avez jamais vu. La seule fois que j'ai assisté à un événement où Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé était présent, c'est quand le Mogado est venu à Paris sous Ali Bongo Ondimba. Et c'était pour des raisons que j'étais membre. J'étais du Parti démocratique gabonais, donc je n'ai aucune sympathie personnelle avec M. Alain-Claude Billy-Binzé et je ne l'ai jamais rencontré ici en France pour autre chose qu'à cette seule occasion du Mogabo. Maintenant, on ferme cette parenthèse et j'ai eu aussi d'autres problèmes avec ce monsieur. Donc, on ne peut pas dire que Mme Bendom est dans la sympathie personnelle avec M. Alain-Claude Billy-Binzé. Mais soyons sérieux. On ne combat pas l'impunité par l'arbitraire. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, c'est Madame Baba Ramatou qui aujourd'hui fait en sorte à donner la petite chose nécessaire au gouvernement d'Oligui Nguema d'actionner la pièce qui lui manquait pour acculer Monsieur pour acculer Monsieur Oligui Nguema, acculer Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé. Mais cette dame, elle était très proche de Monsieur Mbabe Solo. C'est comme ça que cette dame a pu donner. Comment on le fait au Gabon, je ne sais pas, Franck Joctan a plus vécu aux États-Unis, mais parfois quand le président de la République ou un ministre vous dit il faut organiser quelque chose, entre le moment où on vous dit de le faire, le temps, parce que j'ai organisé des événements au Gabon et je sais de quoi je parle. Entre le moment où on vous dit il faut organiser quelque chose, le temps est court, et au moment où vous avez les fonds nécessaires à cette opération, souvent, et moi je l'ai fait, d'autres aussi le font, on va autour de nous pour pouvoir lancer l'opération parce qu'on ne va pas le faire à la dernière minute et on sait très bien que tout ce qui sera fait par la suite sera remboursé par l'argent qui sera libéré. C'est ce qui s'est passé. Moi, je veux bien que mon petit frère Jacques Okoué parle du passé de monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, mais on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans une opération institutionnelle qui a été décidée par les autorités de l'époque et pour lequel il était coordonnateur et en tant que coordonnateur, il devait mettre tout en place
pour que l'événement puisse avoir lieu au bon moment et qu'au moment où les fonds seraient disponibles, on amènerait juste les factures. Et cette dame était très proche de M. Mbabe Solo. Cette dame était très proche de M. Alain-Claude Bilebinze. C'est pas quelqu'un qui a découvert Alain-Claude Bilebinze comme ça. Il lui a fait confiance. Monsieur Alain-Claude Bilebinze lui-même, dans cette opération, a sorti l'équivalent de 3 millions. Monsieur Alain-Claude Bilebinze lui-même, dans cette opération, tout autour de lui, des gens qui étaient tous du RPG. Parce qu'il faut se rappeler que cette 9e édition était devenue nationale et que pour monsieur Mbabe Sol, il fallait qu'il prouve à l'époque qu'il était l'homme de la situation. C'est vrai que ça... Le père, hein, le père Oui, Mbabe Sol. le père Mbabe Sol. C'est dans ce cadre-là que cette affaire s'est mise en place. Certes, il y a eu du retard, puisque quand cette dame amène maintenant le document de la reconnaissance de dette qui avait été faite par M. Alain-Claude Bilebinze au Trésor pour être payé, on lui dit maintenant, non, nous, on paye les factures. Les reconnaissances de dette, ce n'est pas ici. Mais quand les gens se connaissent, les gens se fréquentent, il y avait tout le temps qu'ils s'entendent. Mais Madame Bendomou, on a très bien compris votre point, mais j'ai une question quand même qui tend à créditer la thèse d'une cabale politique. C'est quand même, et là peut-être Jacques Okoye dira un mot, c'est que chacun de vous, vous n'avez peut-être pas soulevé, où sont les corps de contrôle au Gabon? Où sont les corps de contrôle? C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation, il y a 18 ans, où il y a une créance qui n'est pas soldée. Je suppose quand même qu'il y a des corps de contrôle qui ont vérifié un certain nombre de factures et même on peut constater qu'il y a des créances non réglées. Elles devaient normalement s'atteler à soit les apurer dans le cadre peut-être de la dette publique intérieure, hein, et puis faire peut-être des mémos dans ce sens, interpeller. L'État étant une continuité, Alain Claude a géré un certain nombre de responsabilités à ce moment-là, mais il y a eu d'autres personnes qui se sont succédées à ce poste et au nom de la continuité de l'État, ces dettes-là devaient être apurées par les différents responsables ministériels qui se sont succédés. Et où étaient les corps de contrôle? C'est-à-dire que cette question va au-delà de la simple personne seule d'Alain-Claude Bilebinze qu'on tente aujourd'hui de noyer sans vraiment prendre position pour lui. Mais on voit bien une défaillance à tous les niveaux et qu'on tente aujourd'hui d'imputer à un seul individu, ce qui accrédite donc une cabale politique, Madame Bendomou. Non, mais il y a cabale politique, pourquoi je vous le dis? Quand M. Alain-Claude Bilebinze est arrêté, qu'on l'amène à la DGR, que les gens qui le suivent sont là devant la porte, ils font le pied de grue et arrivé vers 20h... La DGR, c'est... La direction de recherche, c'est un truc de la gendarmerie au Gabon. Voilà, la direction générale des recherches. Voilà, il est là enfermé. Alain-Claude Bilebinze n'a pas eu le temps. On lui la visite de l'avocat. Il n'a pas droit aux avocats. Quand les avocats arrivent, c'est un peu trop tard. On l'a déjà interrogé. Et le pire dans cette opération, c'est que quand la nuit commence à tomber, un monsieur vient dire à madame, à l'épouse de monsieur Alain-Claude Bilebinze, que madame, il faut amener un drap pour votre mari. La dame s'en va pour aller chercher quelque chose pour couvrir son mari. Il est déjà tard. Quand elle ramène le drap pour couvrir son mari, c'est là où, comme on dit toujours, il y a quand même des bonnes âmes dans toutes nos structures. C'est là où un monsieur vient discrètement lui dire « Madame, ne partez pas, on va amener votre époux chez le procureur. » D'accord, d'accord. Vous voyez comment ça se passe? Et quand on est devant le procureur commence à s'entretenir avec M. Alain-Claude Bilebinze sans avocat. Quand ces avocats arrivent, ça a déjà commencé. Et quand le troisième arrive, il est refoulé, on lui dit « Toi, tu ne rentres pas ». Ça, c'est la justice à la gabonaise. Non, c'est pas comme ça. S'il faut poursuivre Alain-Claude Bilebinze, tout Gabonais, politique ou pas, quand on commet un acte qui n'est pas bien, on a droit quand même à avoir droit à une justice qui respecte les règles. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas ça. Merci. Monsieur Alain-Claude Bilebinze n'est pas aujourd'hui mis de côté en prévention parce que
il a commis Merci. un acte répréhensible. Monsieur Alain-Claude Bilebinze, il fallait, et moi je le pense, et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai écrit, on a vu ça dans d'autres pays, on a vu ça au Rwanda, on a vu ça en Russie, on a vu ça en Turquie. Tout simplement, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema voulait avoir quelqu'un qui fasse des petits mots à la douce, qui ne l'embête pas. Malheureusement, il a mal misé parce qu'il ne croyait pas au talent de monsieur Alain-Claude Bilebinze de petit à petit que son discours passe. Et malheureusement, ce qu'il dit S'il vous plaît. ce qu'il dit touche beaucoup de gens. Les gens se reconnaissent parce qu'on n'a pas tous la chance d'accéder à des micros et compagnie. Et là, monsieur, ce que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que il faut aussi le dire derrière la devanture de la DGR, c'est la DGSS qui était derrière. Vous voyez? La direction générale des services spéciaux. Voilà. Vous voyez que quand on met tout ça en place, on n'a pas affaire qu'on aime, qu'on apprécie ou pas l'Alain-Claude Bilebinze, ce n'est pas mon cas, on se retrouve dans une opération politique. Merci beaucoup. Ce n'est pas Madame une Benom, opération. je vais vous arrêter, s'il vous plaît. Voilà, c'est une opération politique. Voilà. C'est une opération politique. Alors, on fait le dernier tour de table sur cette, et il faut qu'on conclue malheureusement. On a 10 minutes pour conclure, donc chacun rapidement un dernier tour de table sur cette affaire d'Alain-Claude. Franck Dioctan, diversion maçonnique, cette affaire, comme le dit Jacques Okwe, où donc pour lui, ça s'apparente dans une des hypothèses à une grande mascarade, puisque les deux étant les mêmes faces de la France-Afrique, pour peut-être divertir le peuple gabonais avec derrière les loges maçonniques. Quelle est l'analyse que vous en faites? Et ensuite, seconde question rapidement, vraiment en 2 minutes, 2-3 minutes, c'est que risque Alain-Claude Bilebinze à travers aussi donc cette incarcération? D'accord. Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas d'accord avec Dr Okwe quand il dit que Alain-Claude Bilebinze est franc-maçon. Lui-même, il l'a dit ouvertement, à moins qu'il considère que Alain-Claude Bilebinze n'a pas dit la vérité, mais Alain-Claude Bilebinze a déjà dit publiquement qu'il n'était pas franc-maçon. Donc, je m'en tiens à cela. Je n'ai pas de preuve qu'il est. Moi-même, je ne suis pas franc-maçon, donc je ne peux pas dire que je l'ai vu dans un temple maçonnique. Ça, c'est un point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est vrai, il y a la continuité de l'État. La vérité, c'est que Père Maha Besson est vivant aujourd'hui et il était ministre de la Culture à l'époque. Donc, si réellement il y a un litige pendant cette période-là, lui aussi devrait être normalement questionné et savoir exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a aussi il y a un ministre de la Culture qui est en ce moment-là, à cause de la continuité de l'État, lui aussi devrait être interpellé. Comme j'ai dit, c'est une créance de l'État qui n'a pas été payé, qui n'a pas été exécuté par le Trésor public. Et l'autre chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que la communauté internationale en parle, BBC en parle, RFI en parle, France 24 en parle, et tous sont unanimes en disant que c'est une créance de l'État qui n'a pas été payée qui n'a pas été exécutée par, le Trésor public. Donc moi, vous m'avez demandé de savoir est-ce que je suis inquiet pour Alain-Claude Bilebinze? Non, je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'il a dit ouvertement qu'il a servi le père, il a servi le fils, mais il ne servira pas l'aide de camp. En d'autres termes, il n'y a pas de coup fourré entre lui et Oligui. Il y a une rupture qui est réelle entre lui et Oligui. Et ça, les Gabonais commencent à le comprendre. Je crois que c'est ma consoeur là qui vient de le dire, c'est que son message commence à résonner avec de plus en plus de Gabonais. Oligui Nguema est un homme qui n'aime pas que les gens ne pensent pas comme lui. Et toute personne qui ne pense pas comme lui, il veut les neutraliser. Et je crois que là, c'est un message fort qu'il veut envoyer aux Gabonais en disant que si vous voulez vous opposer à ma politique, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous enfermer. Et c'est pour ça qu'il parle de déchéance de nationalité. Mais la bonne nouvelle est je chute en disant que nous, en tant que Gabonais, parce que nous aimons notre pays, nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à nous battre pour que le Gabon devienne réellement un état de droit. Et ce qui est en train de se passer en ce moment est une mascarade politique. Et les gens qui entourent Oligui Nguema devraient avoir honte qu'on a réduit le Gabon
à un règlement de compte personnel. Et c'est ce que je reproche depuis le départ. On ne peut pas donner autant de pouvoir à une seule personne parce que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et voilà les résultats. Nous les voyons là tous les jours devant nos yeux. Merci beaucoup. C'est court, c'est concis, c'est bref. Merci, cher Franck Dioktan. Jacques Okoyedou, j'ai bien envie de dire accusé Jacques Okoyedou, levez-vous. Bon, voilà. Franck Écoutez, Dioktan dit qu'il n'a pas un baromètre ou un appareil qui sert à mesurer l'appartenance aux loges maçonniques, notamment de Alain-Claude Bilibinze, que lui-même l'aurait démenti. Bon, donc, qu'est-ce que vous répondez rapidement à cela? Et secondo, que risque Alain-Claude Bilibinze pour la suite de cette affaire, et justement, qui a tout l'air d'une cabale politique visant à décapiter un leader de l'opposition, même si pour vous, Alain-Claude Bilibinze n'est pas un opposant? mais écoutez, je commence d'abord par signer et persister qu'Alain-Claude Bilibinze est autant franc-maçon que France-africain. Et la preuve, c'est que Franck vient de nous la donner. La communauté internationale dont il parle, les médiums internationaux qui, évidemment, dénoncent cette cabale. Monsieur Dossou, vous qui êtes pas mal informé de la politique africaine dans beaucoup de pays africains, combien de politiques gabonais qui ont été mis injustement en prison ont été de la sorte, je vais dire, sauvés ou dont le problème a été parlé, a été discuté ou a été vulgarisé dans ces médiums internationaux? Combien de Gabonais? Je vous signale il y a qu'Alain-Claude Bilibinze dans ce cas de figure, dont la communauté internationale se lève pour une cabale, soit-elle. Bien, je vous signale que, et je l'ai dit tantôt, moi je fonctionne par hypothèse. OK, par rapport évidemment au fin mot de cette histoire de Ramatou, Baba, quelque chose comme ça là. Mais dès lors qu'ils sont sortis d'ailleurs du cadre effectivement de la loi fiscale comme elle devait jouer, ben je pense que si on creuse, on pourrait trouver des choses. Mais moi, je ne suis pas le juge d'instruction de cette affaire. Le juge trouvera. Mais il y a des bémols qui font que, il y a un bémol qui fait qu'on pourrait croire que ce serait une cabale. Mais en même temps, il y a aussi des hypothèses qui sont plausibles, qui me laissent comprendre que Alain-Claude pourrait être la personne que, évidemment, les sectes lucifériennes internationales prépareraient après Oligui pour l'imposer aux Gabonais. Pourquoi on ne passerait pas par des élections transparentes de manière à ce que tout le monde puisse avoir la même chance de passer au pouvoir? Et je vais finir en disant que, mais Alain-Claude aujourd'hui, même si c'était une cabale, aujourd'hui il se plaint que c'est une cabale, mais combien de personnes ont été envoyées en prison à cause du déficit institutionnel, de la qualité mauvaise des institutions qu'Alain-Claude, à laquelle il a contribué au Gabon? Il est parmi les acteurs qui ont contribué. Et la même chose arrivera au Ligui, parce que quand il perdra le pouvoir, et il le perdra, lorsqu'on leur demande de réformer les institutions, de créer de bonnes prisons, mais eux, ils pensent que quand ils emprisonnent les uns, ça ne leur arrivera pas demain. La même chose qui arrive à Alain-Claude, lorsqu'on enfermait d'autres prisonniers politiques pour des faits farfelus qui n'étaient pas justifiés. Alain-Claude, il était au pouvoir, il était tout content. Je me rappelle de son discours lorsqu'il disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Gabon. Mais enfin, c'est du foutage de gueule. C'est pour cela que je vous dis, c'est une mascarade, ok? Nous sommes en pleine théorie des jeux, avec tous les problèmes d'aléa moral d'anti-sélection en arrière. Alain-Claude n'est que, comme Oligui, ce sont deux facettes de la France-Afrique et de la franc-maçonnerie. Il fait partie des gens qui ont, évidemment, terni les institutions du Gabon. Et il se retrouve lui-même prisonnier à l'intérieur. Voilà. Docteur, oui. Ça, on l'a bien compris, mais je vais aussi vous demander de vous prononcer sur un point que j'avais soulevé. Et c'est ça. Oui, attendez, s'il vous plaît, c'est ça sur la faillite des corps de contrôle et l'absence de continuité de l'État. Pourquoi les successeurs d'Alain-Claude n'ont pas réglé cette créance-là? Et où sont les corps de contrôle aujourd'hui dans l'administration gabonaise? Est-ce qu'elles ont manqué à leur responsabilité? Mais on vous parle de la qualité institutionnelle mauvaise du Gabon. Rien ne marche. Il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées.
Le monde fait comme il veut. Par contre, il y a un bon point. Et c'est là où je dis que tant aussi longtemps qu'on va mettre la tête dans le sable, on ne s'en sortira pas. Le problème institutionnel est très important. Ça concerne nous tous. Lorsqu'on dit aux gens qu'il faut mettre en place de bonnes institutions, de bonnes règles, pour que demain, la loi ne s'abatte pas de façon aveugle sur eux autres, ils ne le comprennent pas. Alain Claude aujourd'hui peut être victime effectivement de ça. Il n'y a pas de contrôle, monsieur Dossou, parce que le Gabon connaît un déficit institutionnel énorme. Énorme. Je pourrais vous dire quoi? Actuellement, vous avez à côté d'Oligui tous les grands voleurs de la République qui ne sont pas inquiétés. C'est là où Mme Bédom a raison de dire, mais pourquoi on va faire une justice discriminatoire à géométrie variable? Si on arrête Alain Claude, ben arrêtons aussi tous les gros voleurs de la République qui sont à côté d'Oligui. Et là, on va revenir au problème institutionnel qui passera par de vraies institutions, c'est-à-dire par de vraies élections qui vont promouvoir à la tête du Gabon des vraies personnes qui ont été élues par le peuple. Mais tant aussi longtemps qu'on va faire diversion, on ne s'en sortira pas. Donc Alain Claude va goûter à ce que les autres aussi avaient goûté du temps où il avait le pouvoir. Voilà, je chute là-dessus. Madame Bendom, sur ce point, absence des corps de contrôle, que risque Alain Claude Billy-Binzé et la suite quant à tout ce que dit? C'est vrai que vous ne vous prononcez pas si nous sommes dans une querelle des francs-maçons opposant comme majorité au président de la République. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un baromètre ou un appareil qui sert à mesurer qui est franc-maçon ou pas sur l'échiquier politique gabonais? Et ensuite, bon, sur la défense des corps de contrôle, l'absence de continuité de l'État quant à cette affaire. Et on va aller vers la conclusion. Ok, moi je vais aller vite. Bon, concernant la qualité institutionnelle, c'est pour cela que le pays n'avance pas parce qu'on est dans l'éternel recommencement. Chaque ministre qui arrive, chaque chose qui arrive, on recommence comme si rien n'avait été fait avant. Il n'y a pas de continuité de l'État au Gabon. Il y a tout simplement, quand d'autres arrivent, ils refont la même chose que d'autres ont fait. On a la chose aujourd'hui qui arrive au ministère du Tourisme. On a mis 7 milliards de francs CFA. On a fait plein de choses au ministère du Tourisme. Or, si vous regardez au ministère du Tourisme, aujourd'hui, on fait comme si on recommençait à zéro. Vous l'avez au ministère de l'entrepreneuriat et continuité de l'État, non. Est-ce que M. Alain Claude Billy-Binzé, est-ce qu'il est victime d'une cabale, d'une mise à l'écart, d'une justice sélective? Je dis oui. Il est victime d'une justice sélective parce que pour M. Oligui Nguema, et ça n'engage que moi, il a une façon de croire que le Gabon est devenu une grande caserne pour lequel il a toujours plus ou moins ses habits de général et que nous sommes ses petits soldats. Tout simplement, c'est ça la chose. Aujourd'hui mettre à l'écart M. Alain Claude Billy-Binzé parce qu'on veut donner l'exemple aux Gabonais et comme on va vous retirer la nationalité, on vous coupe les réseaux sociaux, on refait le code de la nationalité. Il y a chaque fois toutes ces petites choses-là, quand vous les rassemblez une à une, vous les mettez, vous voyez bien qu'on va dans un Gabon qui est un pays totalitaire où le droit n'existe pas, où on n'existe que par rapport aux règles qui sont établies par M. Brice Clotaire Oligui Nguema. M. Alain Claude Billy-Binzé devait être convoqué et non être arrêté. Si ça avait été de la véritable justice, ce qui se passe contre ce monsieur peut se passer contre ma propre personne, peut se passer contre d'autres personnes. Si on ne plaît pas à M. Oligui Nguema. Que risque-t-il Alain Claude Billy-Binzé en fin de compte? Ben c'est pour cela que la communauté internationale se mobilise. Parce que si les gens jouent le jeu que ça ne me regarde pas, c'est M. Alain Claude Billy-Binzé, ben il va pourrir là-bas. Il peut rester là-bas. Vous avez bien vu, M. Dossou, qu'il y a des gens qui sont à la prison centrale de Libreville depuis 15 ans, 10 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais vu un juge d'instruction. C'est selon la bonne volonté de celui qui gère le Gabon. Très bien. Merci, c'est clair, c'est dit, c'est bien dit. Alors, nous allons vers la fin de cette émission. On va commencer donc justement avec Franck Djokan.
Sur ces deux thématiques, quel est votre mot de fin? Bon, je pense que le débat, il est clair aujourd'hui, hein, que la cabale apparaît de plus en plus quant à l'affaire, ce qu'on pourrait qualifier de l'affaire Alain-Claude Billy-Binzé, désormais, parce qu'un ancien Premier ministre jeté en prison comme ça pour une affaire remontant il y a 18 ans, ça pose un certain nombre de problèmes. Jacques Edou y voit une diversion entre frères francs-maçons, ce que vous contestez, et sur aussi le code de nationalité, sur ces deux thématiques. Quel est, vous, votre mot de fin et si appel vous avez à faire, on vous écoute pour le compte d'ensemble pour le Gabon? Très bien. Donc, je suis mitigé parce que j'ai entendu beaucoup de choses concernant Alain-Claude Billy-Binzé qu'il faut, en tant que membre de ce parti, que je puisse adresser. Il est important de noter que ce n'est pas parce que la communauté internationale s'implique d'un sujet que cela est une preuve qu'il est franc-maçon. Aujourd'hui, la communauté internationale parle beaucoup de ce qui se passe en Iran. L'Iran, je ne pense pas que c'est un pays musulman, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de francs-maçons en Iran. Bon, bref, c'est juste une question que je jette là-dedans. C'est-à-dire que Alain-Claude Billy-Binzé lui-même a dit qu'il n'était pas franc-maçon et je pense que le minimum que l'on puisse faire, c'est lui donner le bénéfice du doute. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de mes compatriotes gabonais. Quand ils entendent quelque chose ou qu'ils perçoivent quelque chose, ils considèrent que ces choses-là, c'est une réalité, c'est une vérité. Okay? Et ça nous porte préjudice. Et c'est pour ça que je veux qu'au Gabon, on soit un état de droit. C'est-à-dire qu'il y a des droits, donc il y a des procédures qui doivent être faites. Moi, je suis fondamentalement pour la justice. C'est-à-dire que s'il y a des torts qui ont été faits, les personnes qui sont responsables doivent répondre de leurs actes, que ce soit un ancien Premier ministre, que ce soit un vice-président ou même un président de la République. Pour moi, personne n'est au-dessus de la loi. Mais par contre, ce que je déplore et ce que je n'accepterai pas dans mon pays, c'est qu'il y ait de l'arbitraire. Que parce que j'ai une position qui est différente de celle du président, que quelqu'un vienne prendre un membre de ma famille ou me prendre moi-même et me jeter en prison. Ça, et ce n'est inacceptable. Cela ne crée pas une cohésion nationale, cela ne nous unit pas, cela nous divise. Et ce n'est pas le Gabon dont je rêve. Donc moi, j'aimerais tout simplement dire au peuple gabonais qu'il ne faut pas oublier que le porte-parole de la présidence avait dit que le Gabon n'est pas un pays dictatorial parce qu'il n'y a aucun opposant au Gabon qui est en prison. Aujourd'hui, nous sommes là. On a Alain-Claude Billy-Binzé qui est en prison. Donc, on voit très bien les prémices d'une dictature au Gabon. On coupe les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas que les Gabonais s'expriment. On voit très bien encore qu'il y a une dictature dans ce pays. Lorsque les syndicalistes se lèvent pour dire qu'on a besoin de plus d'argent, qu'il faut que les enseignants doivent rentrer dans leurs droits, on jette Libama en prison avec Ezang. Voilà le genre de pays que nous avons. Et maintenant, on dit que si je dis des choses qui sont contre le gouvernement gabonais, si j'ai une autre nationalité, le président, à la discrétion du président, il peut me déchoir de ma nationalité gabonaise, me l'enlever. Ça, c'est un pays qui est dictateur. Et je refuse de croire, comme il le dit lui-même, qu'il a libéré le Gabon. Il n'a pas libéré le Gabon, il nous a enchaînés. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Moi, ce que je demande, c'est simple. Comme je dirais au docteur Okwe, ce n'est pas à Franck Joctane de dicter aux Gabonais qui ils doivent choisir comme étant chef de l'État. Mais c'est de pouvoir permettre à tous les Gabonais de pouvoir s'exprimer. Et à la fin de la journée, ce sont les Gabonais eux-mêmes qui devront choisir qui va diriger leur État. C'est le Gabon dans lequel je rêve, que chaque Gabonais a le droit de s'exprimer avec éloquence, avec intelligence, avec sagesse et avec beaucoup de courtoisie, en respectant leur adversaire. Et on laisse les Gabonais choisir. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Dans mon pays, le Gabon, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est le président de la République qui décide de tout, mais il ne veut être responsable de rien. Et comme je le dis, cela doit cesser. Donc, je dirais tout simplement au peuple gabonais qu'on doit prendre notre courage à deux mains. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais la vérité, c'est que la liberté est beaucoup plus précieuse et elle est beaucoup plus, il faut qu'on la goûte, et il faut non seulement qu'on la goûte pour nous-mêmes, mais qu'on la lègue à nos enfants. Et pour cela, il faut que l'on transcende notre peur. Et je pense qu'aujourd'hui, Oligui Nguema se comporte comme il se comporte parce qu'il est fébrile, parce qu'il comprend que de plus en plus, son peuple a soif de justice, son peuple a soif de démocratie et a soif de quelqu'un qui puisse résoudre ses problèmes. Et tant qu'il ne le fera pas, Oligui Nguema n'aura pas de paix. S'il nous empêche de rêver, il faut qu'il sache qu'il y a des hommes et des femmes au Gabon et en dehors du Gabon qui l'empêcheront de dormir. Merci beaucoup, c'est dit, c'est bien dit, on vous a entendu. Alors, Jacques Okoye-Edou,
Donc, on a envie de dire, accusez Jacques Kouédou, asseyez-vous, mais ne vous levez pas cette fois-ci. Alors, quel est votre mot de fin sur ces deux thématiques qui ont été très passionnantes tout le long de cette émission? On vous écoute. Écoutez, je commencerai par vous saluer, par vous remercier pour le travail formidable que vous faites. Ça a été une très belle émission. En tout cas, c'est mon ressenti. Maintenant, quant aux deux thématiques, la première thématique sur le code de nationalité, évidemment, le code nouveau de nationalité, je dirais que c'est un mauvais texte de loi. Je l'ai dit tantôt, je le redis. Mais pourquoi? Parce que ce code-là aura des impacts négatifs, au sens où il renforce effectivement le pouvoir discrétionnaire d'un président qui est déjà hyper-président, qui a tous les pouvoirs mais incompétent en tout, mais qui a tous les pouvoirs effectivement dans ses mains et responsable en rien du tout. Et donc, voilà, il va créer effectivement une rupture de l'égalité, comme on l'a dit, parce que, et d'ailleurs, il cache dans cette façon de faire une caractéristique de code de nationalité xénophobe et discriminatoire, puisque on le voit, les binationaux sont pourchassés depuis l'élection présidentielle que M. Alain Claude était allé valider en légitimant le faux coup d'État électoral de M. Oligui. Ils ont écarté la diaspora qui leur fait peur parce qu'ils savent que la diaspora, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan intellectuel, sur le plan technologique, sur tous les plans, la diaspora les bat. Voilà pourquoi ils font ce jeu et ils continuent de faire ce jeu. Donc, c'est un code de nationalité qui est mauvais. Parce qu'évidemment, dans la chasse aux binationaux, ils discriminent, puisque les binationaux ne pourront plus accéder, évidemment, à des postes de responsabilité. On ne parle pas forcément de la présidence de la République, mais ici, il y a des ministres qui sont d'origine étrangère au Canada. Ça n'embête en rien au bon fonctionnement du Canada. C'est pour ça que je dis que nous devons aller vers une véritable république, c'est-à-dire faire de vraies réformes institutionnelles, parce que quand il y aura la loi qui sera appliquée, et c'est la même loi qui rattrape aujourd'hui, la loi du Gabon qui rattrape aujourd'hui M. Alain Claude Bilibidze. N'oublions pas qu'il n'est pas blanc comme nègre ou blanc comme neige. Lui-même, il a fait le lit de la dictature qui est en train de s'abattre sur lui. Il a fait le lit du déficit institutionnel. Lorsqu'on leur a toujours dit de mettre en place une indépendance de la justice, mais la procédure judiciaire aurait été respectée et pas il n'aurait pas été alpagué comme un vulgaire bandit. D'ailleurs, je vous signale qu'il a déjà été arrêté pour des faits, évidemment, de chèques sans provision, d'escroquerie. Mais là-bas n'est pas le problème. Cabale ou pas cabale, le plus important, c'est que nous arrivions à un état de droit fort. C'est pour ça que je plaide pour des réformes institutionnelles. Et ça passe d'abord pour le respect, évidemment, du vote du peuple, le respect de la démocratie, que le peuple puisse permettre à la personne choisie d'accéder au pouvoir et pas qu'elle soit décidée par des officines extérieures. Après, les débats sur la franc-maçonnerie, sur la France-Afrique, c'est des débats d'arrière-cour, mais ce n'est pas des injures non plus. Bon, écoutez, si il ne l'est pas, il ne l'est pas. S'il est laid, mais moi je l'ai dit, j'ai signé, j'ai persisté. Là-bas n'est pas le problème était un problème institutionnel. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, qu'on soit maçon, qu'on soit ce qu'on veut être, le problème c'est qu'on doit construire une république, un véritable état de droit au Gabon. Pour que lorsque M. Alain Claude, maintenant, il est en prison sans famille, là où ses droits sont violés, alors que quand on le lui disait il était au pouvoir, il s'en souciait très peu des prisonniers politiques de l'époque. Donc, ce qui arrive à Alain Claude arrivera aussi à Oligui, ne vous en faites pas. Moi, je combats le système Bongo depuis plus de 30 ans. Alain Claude a fait partie de ce système, il a renforcé, qu'il goûte les affres de ce système. Voilà. Merci et puis, on continuera à se battre pour l'avènement d'une vraie république, d'un vrai état de droit avec une justice indépendante. Tel est mon but dans ma vie jusqu'à mon dernier souffle de vie. Je vous remercie, M. Dosso. Merci, merci à vous. Anne-Marie Dorazek Bendom, c'est à vous, votre mot de fin sur les deux thématiques. Chers consoeurs, comme j'aime à vous appeler si habituellement. Oh, merci, M. Dossou, merci, M. Jacques Okoué, merci, M. Franck Joctane. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je dis tout simplement que la loi, le code sur la nationalité n'est pas bonne. On n'est pas là pour se diviser. On doit construire un pays. On a déjà perdu 56 ans
il faut qu'on le construise. Donc, il faut revoir ce code de nationalité, il n'est pas bon. Quant à M. Alain-Claude Bilibinze, quel que soit ce qu'on pense de lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sa place n'est pas en prison. C'est une justice sélective. Ce monsieur, on doit rapidement le remettre en liberté. S'il y a un dossier qui doit être traité par la justice gabonaise, elle doit être faite dans les règles. J'avais dit les mêmes choses quand M. Brice Lacruche Alianga avait été arrêté. Quand j'ai interpellé Mme Sylvia Bongo Ondimba, j'ai dit les mêmes choses. Tout le monde est venu m'insulter. Mais quand Mme Sylvia Bongo Ondimba a été arrêtée, que Mme Bendom a dit la même chose pour défendre l'état de droit, on a reconnu que, mais elle n'était pas si méchante que ça. L'état de droit est indispensable car elle bénéficie à toute la société. C'est cet état de droit qui doit prévaloir et non le contraire. Et la dernière chose que je demanderai à M. Oligui Nguema, c'est que la prochaine fois, à chaque fois qu'il fera son gouvernement, il faut qu'ils aillent se promener à son famille pour que ceux qui gèrent le Gabon sachent que s'ils ne suivent pas les règles, là, voilà où on finit. Donc, ça met mon mot de fin. Il faut une justice digne de ce nom, pas une justice sélective. Il faut un code de la nationalité pour lequel tous les Gabonais se reconnaissent pour qu'on puisse ensemble construire notre pays. Très bien. Merci donc à vous deux. Alors, je terminerai justement en disant que, en vous montrant justement cette image, j'y ai fait allusion dans l'émission, c'est par rapport à ce livre de mon confrère Herri Routier, qui est un livre d'entretien, voilà, avec El Hadj Omar Bongo Ondimba. Blanc comme nègre. Voilà, le titre, c'était donc Blanc comme nègre. Voilà, donc quand je faisais justement allusion à cela tout à l'heure concernant l'affaire Alain-Claude Bilibinze en disant justement, en paraphrasant ce titre, disant est-ce que Alain-Claude Bilibinze est blanc comme nègre, sinon blanc comme neige, vous l'avez bien compris, mais sinon c'était en référent justement à ce livre d'entretien avec l'ancien rédacteur en chef du Nouvel Observateur, Herri Routier, qu'il avait fait avec Omar Bongo Ondimba. Voilà, c'était donc un petit clin d'œil et dire à Franck Dioctane que le titre existe bien, le livre existe bien, bel et bien, voilà, c'était blanc comme nègre. Voilà, donc c'est ainsi que notre émission s'achève et espérons que Alain-Claude Bilibinze ne sera pas véritablement, il sera, j'espère, acquitté, il regagnera les siens et qu'il est véritablement blanc comme nègre et qu'il sera acquitté ou bien qu'il sera libéré parce que nous sommes clairement en face d'une procédure abusive, arbitraire où ses droits sont violés. Ça c'est clair, ça ne souffre d'aucune contestation. On peut ne pas aimer Alain-Claude. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'au moins Jacques Ekoué ait posé un certain nombre de balises pour montrer qu'effectivement, la procédure en elle-même, elle est contestable, elle est discutable, elle est arbitraire, tout en ayant des réserves quant au personnage, donc quant à Alain-Claude Bilibinze présenté comme étant donc un France-Africain, franc-maçon, qui serait responsable de la déroute économique, politique et financière du Gabon aux côtés des Bongo, père et fils, qu'il a servi avec zèle, comme dirait l'autre, qu'il a servi avec zèle pendant plusieurs décennies. Voilà, donc il a bien dit qu'il assumait son passé, que ça ne souffrait d'aucune contestation. Il a dit à Paris, devant la diaspora, et qu'il refusait d'assumer ce qu'il n'avait pas fait. Mais ce qu'il avait fait, il les assumait pleinement et entièrement. Donc, bon, quant à son appartenance aux loges maçonniques, ça, c'est une autre paire de manches. Et bon, voilà. Merci donc à tous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec l'immense Pierre Akedengue. Au clair, c'est parti. Bonsoir chez vous. Bonsoir, merci.
Bonsoir. Merci, Augustin. Merci, merci. Et à la prochaine, à la semaine prochaine.